Bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision 10-12, le Zénith. Le Zénith, justement, votre talk show qui démarre à l'instant avec en point d'honneur une revendication formidable des enseignants du secondaire qui aujourd'hui interpelle la ministre des enseignements secondaires puisque ces derniers n'ont toujours pas reçu les primes allouées aux collections du probatoire du baccalauréat session 2019-2020. Comment expliquer aujourd'hui l'attitude du ministère de l'enseignement secondaire à ne pas payer ses enseignants au Cameroun aujourd'hui? On s'en souviendra encore que les primes de l'année dernière ont été payées bien sûr à la veille des examens du baccalauréat 2019-2020. Qu'est-ce qui explique cette attitude naturellement au Cameroun? On parle aussi d'autres primes qui sont également détournées, dit-on, au sein du ministère de l'enseignement supérieur. On croit à une déclaration devenue aujourd'hui très forte sur les réseaux sociaux. Je fais partie des assistants recrutés en 2019. On nous a injustement exclus de la prime spéciale de Paul Biya en 2020 pour raison de contraintes budgétaires. Alors cela a été budgétisé. Ça fait 1 550 000 francs par assistant fois 1000. Vous voyez, ça fait un peu plus de 1,540 milliard de francs CFA qui finalement détournent l'argent du Cameroun. Qui sont ceux qui sont bien évidemment au devant de la scène pour de telles gabegies financières? Comment l'expliquer? Comment la valider? Comment comprendre en réalité ce qui se passe au Cameroun? Madame, monsieur, merci à vous de nous rester présents. Rappelons aussi qu'en ce moment, du côté du Tchad, pays proche du Cameroun, pays voisin, il se dit, il se travaille, il se fait là-bas aujourd'hui une nouvelle commission mise en place pour réétudier, pour réévaluer bien sûr la constitution du Tchad. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui le président Idriss Déby Itno lui-même se mette au devant? Comment expliquer cette nouvelle stratégie visant à respecter la constitution du côté du Tchad? En tout cas, nous restons vigilants et nous tenterons de bien comprendre ces sujets dans les jours à venir. Bienvenue à la grande famille Charles-Amel Bathiou, Karine Santia, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey. Et comme vous le savez, madame, messieurs, de lundi à vendredi, nous sommes unis pour la même mission, vous servir jusqu'à midi. Et je commence avec vous, Bonbon Bengan Kandje, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Oui, moi je salue en cette fin de semaine, je salue le courage des Camerounais, je salue l'engagement des Camerounais, mais il reste une chose, comment mutualiser les forces pour que le peuple camerounais fasse entendre sa voix, surtout lorsque ses représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les communes n'arrivent pas à produire ce rapport de force. C'est ça la question principale. Mais toujours est-il que pour le moment, je pense que l'idée est là. Le peuple veut se prendre en charge. Il va se trouver les moyens, bien entendu. A-t-il les moyens, bien sûr, de se prendre en charge? Il va se les trouver. Le peuple va explorer d'autres pistes, va explorer des moyens et il les aura. C'est le peuple qui est la référence. Il y a toujours une piste. Il y a toujours une piste. Et il y en aura toujours. Tout à fait. Charles-Amel Bathiou, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Michel Ngachou. Vous semblez être très en colère ce matin. Merci. Toujours en colère. Toujours en colère. Contre qui ce matin? La colère est perceptible, madame, monsieur. On peut bien comprendre. Charles-Amel Bathiou ce matin. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Dominique Audrey, Oyengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un journaliste camerounais, Paul Tchek, a rédigé un article dans lequel il mentionne que Madame Angela Quintal, coordinatrice du programme pour le comité pour la protection de journalistes, classe le Cameroun comme deuxième pays dans lequel on emprisonne les journalistes. Ah ouais. Oui. Et on s'en souvient également que Reporters sans frontières dans son classement. Ah d'accord. Et Reporters sans frontières sur les 180 pays bien sûr qui sont reconnus dans cette organisation non gouvernementale reconnaît le Cameroun au rang de 104e pays, 134e pays où la liberté de la presse n'est quasiment pas respectée et se refait toujours à ces nombreux journalistes qui ont été incarcérés et qui beaucoup encore aujourd'hui sont dans les prisons du Cameroun. Vous avez, madame, monsieur, vous avez les plateformes bien connues, 10-12, le Zénith, plateforme sur Facebook,
Equinox TV, toujours sur Facebook pour ceux qui nous regardent en live. Merci pour vos nombreux commentaires. L'histoire du jour, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme âgée de 38 ans. Elle vit avec un homme qui, lui, est âgé de 48 ans. Elle raconte que ça fait 18 ans que je vis avec ce monsieur. Il ne m'a ni épousée ni dotée, mais nous avons eu 3 beaux enfants. Ma curiosité suite au comportement de mon mari m'a poussée à fouiller dans son téléphone parce qu'à des heures indues, il recevait des appels, il était tout le temps accroché à son téléphone. Un jour, je fouille et je me rends compte que mon mari entretient une relation avec sa collègue. Et dans l'un des messages, celle-ci était en train de l'inciter, le menacer pour qu'il l'épouse. Lorsqu'elle confronte son conjoint, celui-ci lui dit « Effectivement, j'ai une relation avec cette femme et je compte bien passer ma vie avec elle. » La jeune dame de dire à son conjoint « Ok, il n'y a pas de souci, si ton bonheur se trouve de ce côté-là, je l'accepte, mais la condition pour que tu la prennes en noces, c'est que tu me prennes précédemment, donc que tu m'épouses d'abord avant de l'épouser elle. » Son mari n'a pas donné de réponse à sa demande et depuis lors, il a commencé à passer des jours et des jours dehors. Après 2 jours, il appelle simplement pour prendre des nouvelles des enfants à la maison. Aujourd'hui, cette femme, elle s'est rapprochée de sa belle famille qui au départ a menacé son mari et à lui de leur dire « Je vous ai dit que cette femme, c'est ma femme à vie. Donc, je vais faire ma vie avec elle. » Que ça vous plaise ou non. Celle de l'extérieur. Oui, celle de l'extérieur, sa collègue. Le mari, les sœurs du mari sont allées voir un voyant, un marabout, pour savoir, pour essayer de voir si leur frère était envoûté. Et malheureusement, heureusement ou malheureusement, il n'est pas envoûté, il est très lucide et il sait ce qu'il veut faire. La dame dit que l'irrévérence de son conjoint est allée très loin parce que récemment, elle a reçu sa famille en réunion, les réunions de fin de mois. Et ce jour-là, elle avait demandé à son mari de lui compléter ce qu'elle avait comme argent pour recevoir sa famille. Elle lui a demandé 5 000. Et celui-là lui a dit, je n'ai pas d'argent et je ne serai pas là parce que je dois aller en voyage avec ma femme. Elle lui a dit, s'il te plaît, je comprends, j'accepte et je respecte ça, mais par respect pour ma famille, fais l'effort d'être là. Malheureusement, son mari est arrivé à 21h et elle a dû expliquer à sa famille qu'en réalité, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, elle dit que la famille de son mari se mobilise pour aller la doter, mais qu'elle a dit non, elle n'est pas d'accord avec cette situation et elle reste dans cette maison, pas forcément par amour, mais un peu pour le mal. Donc, elle aimerait savoir si elle a mal fait de refuser que cette famille vienne la doter et quelle est la conduite à tenir dans ce genre de situation. Allez, c'est une histoire de femme quand même, Dominique Audrey. Et d'homme, surtout. D'homme. Et d'un homme visiblement qui ne veut plus d'une femme et qui n'a pas suffisamment de courage, de boule pour lui dire non. Pour lui dire que madame... Ils ont des enfants quand même? 3 enfants et ça fait quasiment 20 ans. Donc ils se sont rencontrés, elle avait 18 ans et 20 ans après, le monsieur ne l'a pas épousée, il ne l'a même pas dotée et aujourd'hui il a trouvé l'amour ailleurs. Je voulais vraiment se poser des questions de savoir quelles seraient les motivations de l'homme qui ferait qu'il s'éloigne d'elle. Les hommes n'ont pas besoin de motivation pour aller voir ailleurs. Sauf que lorsqu'ils y vont, parce qu'ils disent qu'ils y vont simplement parce que c'est la curiosité, c'est pour savoir si on est encore conquérant, si on peut encore parler à une femme. Et lorsqu'ils réussissent à parler à une femme qui, elle également, trouve grâce à leurs yeux, et on reste. Malheureusement. Allez, justement, l'histoire de ce matin, madame, monsieur, vous la comprenez, vous l'analysez vous aussi, vous tenterez de nous laisser vos points de vue tout à l'heure, comment comprendre que l'on puisse vivre avec un homme 2 décennies pratiquement et un beau jour et choisit d'aller se marier avec une autre femme et comment se comporter avec les enfants. Déjà 3 enfants dans cette maison, devrait-on partir malgré les plaintes et malgré les réunions organisées avec la belle famille, c'est-à-dire la famille de l'homme? Celle-ci ne trouve toujours pas de solution. Que faut-il donc lui dire? Comment ramener son homme à la maison, mais surtout être aussi heureuse d'être une femme mariée, c'est ça? Oui. C'est l'objectif? Peut-être. Allez, je vous pose la question justement. Laquelle? De savoir si le bonheur existe. Le bonheur existe dans la bague ou dans le cœur? Non, ça ne réside pas dans la bague. Vous savez, ou dans l'alliance, non, pas là-bas. Ma première intervention dans le Zénith, ici, on parlait justement de mariage. Et ce jour-là, j'avais dit que le mariage est un état d'esprit.
ça va au-delà du bout de papier, ça va au-delà de l'alliance, parce que c'est autre chose. On peut vous donner ce papier, on peut vous donner ce bout de fer, mais si on n'est pas dans la tête, on ne se sent pas marié à une femme, c'est-à-dire lié à une femme, si on ne se sent pas être complété ou bien complémentaire à une femme, tout ça ne sert foutrement à rien. Donc cette femme, peut-être c'est pas le mariage qui était son problème parce qu'elle est restée 20 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes à 2 ans, elles vous disent vraiment il faut penser à m'épouser. Moi, je ne veux pas passer beaucoup de temps. Donc cette femme, elle n'a jamais forcément eu de problème avec l'anneau parce que en cet homme, elle a certainement trouvé l'âme sœur, l'homme qui la comprend, l'homme qui la soutient, l'homme qui l'épaule, l'homme qui l'accompagne, l'homme qui la console, qui la cajole, qui la comprend. En fait, l'homme a sa convenance. Et aujourd'hui, de se rendre compte que l'homme en face en qui on a tout construit, en qui on a tout mis, sur qui on a misé, par le plus grand des hasards se retrouve avec une femme qui est sa collègue. Vous savez, à un moment, les hommes vous disent on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on ne se comprend pas. Pourtant, avec elle, ça passe mieux. Lorsque je parle médecine, elle me comprend. Lorsque je lui dis que je suis en voyage pour des interventions, elle me comprend. Lorsque j'ai un client qui m'a retenu tard, elle me comprend. Donc maintenant, nous, la femme à la maison, on se sent amoindri, on se dit ah, peut-être parce que je n'ai pas poussé les études très loin et que je ne suis pas si, je ne peux pas le comprendre, parce que je ne suis pas de son corps de métier, je ne peux pas être à même. Voilà dans une femme qui est dépitée. Parce que cet homme l'a brisé. C'est 20 ans de sa vie. Et à 40 ans, le mec se rend compte que vous n'êtes plus suffisamment bien. Vous voyez, cette femme aime tellement son mari qu'elle lui a dit j'accepte que tu sois heureux avec une autre femme, mais prends-moi tout de même avant. Du moins même par respect, prends-moi. Et cette femme a l'onction de sa belle famille. Mais le monsieur n'est pas pour. Donc maintenant, moi, je ne voudrais pas que la famille de l'homme le force à la prendre. Parce qu'après, on va doter, on va peut-être faire une simulation de signature d'acte, mais elle sera malheureuse parce que le mari va passer tout son temps à l'extérieur. Elle n'aura de mari que de bouts de papier ou d'anneaux. On peut justement le dire, peut-être, comme le disait un penseur contemporain, le cœur a ses raisons que la raison ignore, non, Karine Santia? Si vous voulez. Si vous voulez, dites-le. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Parce que pour dire à sa femme que oui, c'est elle que je vais épouser, c'est avec elle que je veux faire ma vie, il n'y a pas le cœur là-dedans, il y a de la méchanceté. Pourquoi le dites-vous? Parce qu'on a déjà fait il y a 2 décennies de la ensemble. méchanceté. La méchanceté ici intervient lorsque vous êtes avec une femme et qu'à un moment donné, vous trouvez qu'elle n'est plus assez bien pour vous. Du coup, vous la traitez avec mépris. Des dignités. Genre, je n'ai pas d'argent. D'ailleurs, je ne serai même pas là pour voir ta famille. J'ai un rendez-vous, je vais sortir, je vais voyager avec ma femme. D'ailleurs, tu connais même déjà la vérité, ça ne sert même plus à rien que je dorme chez toi. En plus, ce que tu peux faire avec mes soeurs, là, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Si tu veux, tu restes, tu pars. Je ne peux pas t'épouser avant elle, parce que c'est elle la femme de ma vie. Mais mon Dieu, il faut être une femme avec un cœur en acier pour supporter ce genre de choses. Et rester là, admettre que oui, c'est quand même le père de mes enfants. Je vais faire comment? Ma belle famille dit qu'elle va aller me doter. Et alors? Si elle n'a pas eu besoin de dot depuis 18 ans, c'est pas maintenant que c'est important. Elle n'a pas besoin d'embrigader sa vie maintenant. Lui, il se trouve encore jeune. Elle n'est pas vieille du tout. Elle n'a que 3 enfants. Et 18 ans, c'est pas comme si c'était sa vie qui était terminée. Comme si la vie de l'homme recommence, la vie de cette femme peut commencer. En fait, je vais vous expliquer. Cet homme a trouvé en sa femme une femme trop câline et pense que à tout moment, quand il va faire ses frasques, elle va rester un peu plus partie, il aime déjà les enfants. Et 18 ans, elle est même déjà vieille. En tout cas, même sa poitrine est déjà tombée. Qui va lui dire? C'est peut-être mieux de lui dire qu'elle a un buste affaissé. Si vous voulez, qui va lui dire que, en fait, c'est même ça qui est à la mode aujourd'hui. En fait, voilà, en passant. Qui va lui dire? Parce que cette femme n'a même pas besoin de partir de là maintenant. Mais qu'elle mette dans sa tête qu'elle n'est plus mariée, qu'elle commence par là. Que dans sa tête,
elles réagissent comme une femme qui n'est plus mariée. C'est la solution que vous préconisez? Je suis en train d'aller dans mes solutions. Qu'elle mette dans sa tête qu'elle n'est plus mariée, qu'elle l'appelle plus. qu'elle ne l'appelle plus. Si on ne rentre pas. Si elle trouve qu'elle peut résoudre un problème de 100 000 avec 10 000, elle fait à son niveau. Ainsi de suite, qu'elle vive comme une femme qui n'a personne. Elle continue à entretenir les mêmes relations avec la belle famille, mais qu'elle ne fasse plus la dot. Parce que maintenant, la dot là va venir la fermer là-dedans. Mais qu'est-ce que votre point de vue peut expliquer qu'un homme quand même réagisse comme ça? Parce que moi, je ne veux pas expliquer l'attitude d'un homme. Je pose la question. Je n'explique pas. Il y a les hommes sur ce plateau. Il y a les hommes sur ce plateau. À vous, je vous pose la question. Humainement parlant, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'un homme... Je n'explique pas les attitudes d'un homme. Je suis une femme, comme vous le dites souvent. Mais je pose la question à la femme. Est-ce que vous ne vous mettez pas... Je ne veux pas c'est l'homme à un moment donné, vous vous dites... Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer son comportement? Je ne défends pas cet homme. Je ne veux pas expliquer. Je ne suis pas son avocate. Les hommes pourront expliquer son comportement. Non, sur ce plateau. la question peut-être est mal perçue. Le tout n'est pas de défendre l'homme ou pas. Dominique a bien expliqué. Non, écoutez. Je ne veux pas revenir dessus. Oui, je dis, vous êtes libre justement de ne pas donner votre point de vue. Mais je dis encore que pour qu'on se comprenne très bien, mais je demandais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'un homme, avec une femme, 20 ans après, choisisse de la quitter gaillardement, d'aller retrouver une autre femme. Est-ce que la femme également ne se reprocherait pas quelque chose aussi? De rien. Même si je me reproche, 20 ans a suffi pour qu'on efface tout ça. Je dis 20 ans, ça suffit. Vous savez qu'il y a des couples qui restent ensemble à un moment donné parce que lorsqu'on regarde le passé, on se dit qu'on a fait du chemin. Il y a des couples qui restent ensemble justement parce que lorsqu'ils regardent ces 3 enfants qui sont peut-être à l'université aujourd'hui, ils se disent j'ai quand même du bonheur à rester avec cette femme malgré qu'à un moment donné de notre mariage, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, malgré qu'à un moment donné de notre mariage, on a eu des problèmes et tout, on est quand même resté ensemble pendant tout ce temps. C'est suffisant pour qu'on efface tout et qu'on continue. Encore que 20 ans de vie commune, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. Ça veut dire que vous avez réussi chaque nuit à résoudre les problèmes de la veille. Ça veut dire que vous n'avez même pas eu de problème en tant que tel. Parce qu'il y a des couples qui se marient légalement et 5 ans après on divorce. Ouais. Mais si 20 ans, sans mariage, sans légalisation, sans dot et rien, la famille de la fille ne vous a même pas inquiété. Vous avez vécu avec la fille dans la maison. On n'a rien demandé. Il n'y a rien qui explique. Il n'y a rien. Parce que la fille pouvait se ranger. Il n'y a rien qui explique le comportement de l'homme. Il n'y a rien qui explique. Il n'y a rien qui explique. Parce que on comprend qu'avec 18 ans de vie commune, on comprend qu'il y a 3 enfants. L'aîné est certainement capable déjà de raisonner aujourd'hui. S'il y a une fille, certainement, elle a l'âge d'aller en mariage et autres. Ça veut dire, oui, si 20 ans, on ne veut pas dire que les enfants ont 20 ans. Peut-être qu'ils ont fait des enfants bien plus tôt. Est-ce que fondamentalement, on peut accepter de vivre avec une femme, vivre avec elle alors qu'on ne l'aime pas, ou encore vivre avec un homme qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qui peut expliquer justement une telle relation, mais surtout un tel niveau, je vais dire, de comportement, de détachement, qui peut choquer et peut même détruire l'autre, Charlamagne Bathiou? Monsieur Michel Ngatou, l'occidentalisation a fixé 3 bases essentielles sur lesquelles devrait être basé le choix du conjoint. Ouais. Avoir un bon travail, bien rémunéré, avoir une famille nantie et un bagage intellectuel. Nous sommes arrivés à un 4e point qui est en train de s'implémenter ces derniers jours. Les riches désormais marient leurs filles ou leurs fils entre eux les riches. Ils ne sortent plus. Désormais, les riches se marient entre eux. On évite les pauvres. Les familles pauvres, parce qu'un riche et 9 pauvres font 10 pauvres, monsieur Michel Ngatou. Ça, c'est la règle actuelle. C'est quelle théorie là? Je dis, c'est la règle actuelle. C'est l'observation. C'est la règle actuelle, je vous assure. Ils ont décidé donc de créer ce camp. Même dans le principe de sauvegarde des entreprises, on marie les filles et les fils ensemble. C'est la règle. Donc, partant de ce principe, on s'éloigne des valeurs bancaires. Vous vous rendez compte que ce garçon, il a épousé sa femme, il l'a aimé pendant ses 18 ans ou ses 19 ans. Il a réellement aimé avant d'être vacciné par l'occidentalisation qui l'a amené à avoir une autre pensée. Sauf que l'homme qui change implique une femme qui observe. La femme qui a observé a pris quelle mesure lorsqu'elle s'est rendue compte
du premier changement de son mari. Quand elle fait, quand elle dit, elle a fait comme tous les autres, elle a accumulé, elle a amassé, attendant la goutte d'eau qui devait déborder le vase. Sauf que, chez la femme, lorsque la goutte d'eau déborde le vase, il est temps pour l'homme de faire chemin-retour parce qu'il a pris le temps de s'enraciner. Alors, entre deux élévations interfessières sur le lit, la femme pouvait dire à son mari, écoute, je me rends compte que tu as changé. Je me rends compte que tu ne manges plus. Je me rends compte que tu as des attitudes qui laissent croire que je ne suis plus seul. Qu'il y ait débat et il y ait interpellation. Dans le but de réparer. Dans le but de réparer. Qu'on interpelle les membres de la famille pour une première assise. Mais elle a avalé, peut-être par amour, je ne veux pas lui tirer dessus, peut-être par amour, peut-être par joie, elle a choisi de plier en disant, ça arrive. Ça arrive. Mais son rôle de ministre de l'Intérieur devait la mener à veiller et attirer l'attention de tous. Monsieur Michel Ngatou, je voudrais dire aux femmes qui nous regardent, que ce soit la bague que vous avez au doigt, que ce soit le torchon que vous appelez acte de mariage, lorsque l'homme décide de partir, rien ne l'arrête. Vous avez des femmes qui sont... Elles étaient couchées, elles regardaient la télé, on a toqué à la porte, c'est monsieur qui dit que madame, voilà, du divorce, voilà la clause du divorce. Prépare-toi, cherche comment tu vas libérer la maison. Qu'elle n'est jamais entrée dans un tribunal, qu'elle n'a jamais... Je dis, on vient lui remettre ça à la maison. Donc aujourd'hui, quand on dit que 18 ans sans m'épouser, 20 ans, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces histoires? Vous avez même des hommes qui abandonnent. Est-ce que c'est raisonnable comme Monsieur Michel Ngatou, faire 20 ans, les filles, c'est ça l'occidentalisation. Permettez-moi l'occidentalisation. Ma grand-mère a fait plus de 40 ans de mariage sans être dotée, sans être mariée. Ça devient une norme établie. Pareil, moi je vous dis même ma mère, Monsieur Michel Ngatou, arrêtons, je le dis avec foi, que les femmes d'aujourd'hui arrêtent de s'arrêter, s'agripper sur les biens matériels. C'est le matériel. Non, il n'y a pas de matériel. C'est le matériel que les femmes aujourd'hui... C'est le matériel. Et vous laissez ça passer. Permettez. Ça alors, Michel Ngatou. Bon. Tout à l'heure, c'est exprimé, je l'ai pas arrêté. C'est bon, ça, vous êtes en train d'accepter. On voudrait quand même... Non, vous chuchotez en 30 secondes. Est-ce qu'il est raisonnable quand même de faire 2 décennies avec une femme? Vraiment. Et de l'abandonner en plein chemin? Je vous dis que même marié... C'est temps encore pour comprendre. Même marié, monsieur Michel Ngatou, même marié, il y a des femmes qu'on met dehors, elles n'ont rien. Je dis rien en termes de matériel. Il y a des femmes qu'on jette dehors. J'ai peur. Non, vous savez... J'ai peur qu'il y ait une révolution des abeilles, des femmes qu'on se monsieur fout le Michel matin. Ngatou, je vous ai toujours dit que chez nous les Bantous, quand un homme vous prend comme femme, il vous dit voici votre champ. Le champ qu'il vous donne, c'est votre propriété. Merci. Ce n'est pas une question de matériel. Le matériel chez le Bantou est géré par le successeur et non, permettez-moi. Non, il y a un temps. Oui, Michel Amel. Parce que depuis, en fait, me couper là. Non, écoutez, permettez. Je ne m'exprime plus sur ce sujet. Oui, c'est pas grave, Michel Amel, mais on vous a compris quand même. Vous ne m'avez pas compris. Non, on vous a compris. On a compris votre point de vue ce matin. Et il faut qu'on garde justement le temps d'antenne. Bon, Bengan, comment vous appréciez cette histoire? Comment en sortir, mais surtout comment respecter la femme dans ce cadre véritablement? L'honorer surtout. Donc, on honore la femme quand on vient la chercher chez elle. Première chose, même en cas de vient on reste, que nous on appelait l'ombom, on matérialise par le processus de dot et la famille réunie vient vous doter. Non seulement vient vous doter, mais on a fait 2 décennies quand même ensemble. On a des enfants. Et vous choisissez un jour de quitter la femme comme ça. Comment elle résout ça, cette femme qui est meurtrie aujourd'hui? Le problème qui se pose, c'est ce que Charles Hamel voulait vous expliquer. La femme d'aujourd'hui subit, elle croit être intelligente, observatrice, mais à la longue, elle subit les événements. Cette femme a subi les événements. Et nous n'aimons pas les femmes qui subissent les événements. Parce qu'un bon Bantou croit au 6e sens de sa femme. Qu'est-ce que vous mettez dans subir les événements, Bobo? Mais, attendez, 18 ans, elle n'a pas pu observer. Elle a attendu que son mari vienne lui dire j'ai quelqu'un que je veux épouser. Elle a fouillé. Ah, voilà. Elle a fouillé parce qu'elle a commencé à changer. C'est donc les enquêtes. Et c'est ça qui n'est pas bien. Justement, ça veut dire qu'elle a subi. Elle ne peut pas analyser son environnement.
Rappelez-vous, là où moi je me suis arrêté à l'école, on appelait ça sciences d'observation. D'abord, c'est le cours de sciences en cours élémentaire, première année. On observe. Qu'est-ce que vous observez? La femme d'aujourd'hui n'observe plus, elle espionne. Et quand vous espionnez, justement, vous oubliez, votre sixième sens est englué dans des choses qui vont vous surprendre demain. C'est ce qui est arrivé là. C'est-à-dire que vous êtes incapable de lire votre mari. Vous allez au lit, 3 enfants, 20 ans, 18 ans, 20 ans, vous ne savez pas, vous la connaissez. C'est pas possible. Nos mamans faisaient 6 mois. Quand tu vis 6 mois avec un homme, tu le connais au détail. Or, toi, l'homme, tu peux vivre 10 ans avec une femme, tu ne la connais même pas au tiers. Il peut avoir une belle technique de camouflage, non, bon, de la part de l'homme, non? Ça veut dire que la femme, là, ne veut pas vivre sa dignité de femme, justement. Dignité de femme ne veut pas dire porter la vie, veut faire de... Non, c'est pas ça. La femme observe. Elle observe. Et quand elle observe, son sixième sens se développe. D'abord, elle nous domine par rapport à ça. C'est-à-dire que quand votre femme, comme elle, apparemment, elle a une attitude, j'allais dire sérieuse, d'une femme sérieuse, elle observe son mari comme ça, 2, 3 fois, 1 mois. Le gars là va changer, va commencer peut-être même à botter le portail avant d'entrer. Il va cogner le pied au sol, il va. Or, les femmes d'aujourd'hui te laissent. Tu peux même faire n'importe quoi, dire, je vais regarder son téléphone. C'est ça aujourd'hui. On n'observe plus. Et c'est à ce moment également que leur échappe l'éducation des enfants. Parce que c'est l'espionnage, c'est des enquêtes. Vous enquêtez quoi? Observez, il y a généralement l'attitude de l'homme dedans. Mais ce n'est pas pour dire que l'homme a bien fait. L'homme, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait je veux dire, de l'avoir abandonné. Parce que en fait, l'homme amène la femme, d'abord sa famille, à considérer cette femme comme leur femme. Donc, si elle s'engage à les doter, ce n'est pas par pitié, mais parce qu'on sait qu'on a une femme digne qui doit intégrer notre famille. Ça, moi, je félicite. Mais cette même famille, si la femme avait fait l'observation comme on le leur recommande généralement, elle n'aurait pas subi les événements. Elle n'aurait pas subi. Donc le problème, dans le cas moi je condamne l'homme, oui, justement pour avoir été mesquin. J'apprécie l'attitude de la famille, mais c'est la femme qui malheureusement subit que je condamne un peu. Alors là, parce que elle subit et elle subira elle subira désormais, mais non. Mais non, elle est en train de changer. Pour elle, non, elle ne subira pas désormais. Oui, parce que si l'homme va épouser notre femme, ce que vous appelez bonheur là, ce que vous appelez bonheur là, ça se lie sur chacun. Chacun l'apprécie à sa manière. Cette femme veut rester dans cette famille. Oui, avec ses enfants. Et oui, elle a été déçue par l'attitude de son mari. Elle a été trompée. Elle subit sa main, mais elle est même prête à accepter la polygamie. Parce que justement, elle a vu sûrement un certain nombre de choses. Mais le fait, comment elle va dire à sa famille, comment, et donc je veux dire, elle est dans une situation d'ambiguïté. Est-ce que le silence peut résoudre l'affaire chez la dame? Se calmer, regarder, observer, laisser l'homme s'amuser. Peut-être le moment viendra où elle aura raison. Entre-temps, elle finit. Oui, c'est pour ça que je veux dire, vous verrez que certaines mamans, quand elles racontent souvent à leurs enfants, disent, vous ne savez pas ce que votre père là m'a fait subir. Je suis resté dans ce mariage pour vous, parce que je voulais que vous grandissiez dans un cadre familial. Mais votre papa là, c'est un lion. Ça existe aussi. Donc, mais ce n'est pas pour encourager ce comportement. Le silence, justement, de la femme est aussi c'est un message important. Oui. Ça, je dis cette femme, moi je souhaite qu'elle accepte que la famille de son mari aille la doter. Oui. Et elle reste là parce que, oui, justement, vous verrez que cet homme et sa deuxième épouse seront dans un enclos. C'est elle qui aura désormais la famille. Merci, mon bon. C'est elle qui aura la famille. Donc, j'ai dit, ma fille, c'est mauvais, c'est mal ce que vous a fait subir votre bonhomme. Ben, l'attitude que propose votre belle famille, elle est bonne pour le moment au regard de votre attitude naturelle. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur.
Que vous inspire cette histoire ce matin? On en parle avec vous dans un instant en lisant bien sûr vos nombreux commentaires et messages laissés sur les différentes plateformes connues. Mais avant, madame, messieurs, que nous réserve la colère de ce matin? Je m'interroge ce jour sur la question de la décrépitude avancée du barrage de retenue d'eau de Bamendjin. Comment comprendre la décrépitude de cette infrastructure construite le 28 juin 1975 par Amadou Ahidjo, soit 45 ans aujourd'hui d'existence, dans cette localité du département des Bamboutos, sous la supervision, se rappelle à l'époque de Nel Kam. Comment comprendre que cette idée très avant-gardiste pour l'époque s'est muée en un échec systémique pour ses successeurs? Comment comprendre qu'on ait à ce jour volontairement omis de respecter les recommandations des constructeurs qui portaient sur le devoir d'évaluation des risques et de détection des défauts? À quand remonte la dernière évaluation des risques et de détection des défauts au vu des plaintes désormais des riverains? À ce jour, la structure principale du barrage est affectée par le temps. Certains dispositifs techniques ne cessent de montrer des signes de faiblesse. Le déversoir nécessite d'urgence d'être bâti en dur. Il faut travailler. Il faut réaménager. Excusez-moi. Il faut réhabiliter. Voilà des expressions qu'on emploie. Comment comprendre que la présence de ce barrage continue à maintenir l'obscurité ambiante? Pas d'eau potable non plus, mais une carte scolaire découpée irrationnellement. Or, la présence d'un barrage dans une zone était appelée à faire réfléchir et à modifier un tant soit peu l'environnement. Savez-vous que les effets de l'onde de submersion occasionnent d'énormes dommages en amont et en aval du barrage? D'importantes inondations mêlant eau et matériaux issus du barrage et de la prolifération de maladies telles que l'onchocercose sous sa forme plus ou moins grave. Les populations de Bamendjin se plaignent. Elles crient au secours. Elles sont en train de faire comme Jésus qui avait dit « Eli, Eli, lama sabachthani » parce que là-bas, ils ne savent plus à quel sens se vouer. EDC a utilisé et appelé à passer à Eneo du Cameroun. Aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'une réflexion, disent les populations. Comment comprendre que sa gestion actuelle relève d'un système opaque, ce qu'on a baptisé les 3 PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, dont les méandres restent réservés aux spécialistes les plus aguerris? Comment comprendre que malgré les avertissements des ayants droit, on ait construit le barrage sur le lieu sacré de ce village, du village Bamendjin, chose qui trouble la tranquillité des ancêtres, qui à des moments ouvre des brèches, dit-on de ce côté. Le barrage de Bamendjin est en train de se mourir, malgré toute la communication qui est faite tout autour. Les riverains supplient. Les riverains recommandent au moins l'aménagement, la réhabilitation, à défaut de voir disparaître leur village, disparaître leur culture, et dire qu'après 1975, pourquoi n'avoir pas pensé à une réhabilitation complète et efficace, passer du bois à autres matériaux, sinon que des matériaux plus en dur. Colère de Charlemagne battu ce matin, madame, messieurs. Merci bien à vous de nous rester présents. Et là encore, on parle d'infrastructure, on parle de réalité, surtout de ce barrage qui avait, vous le savez, de 100 ans dans sa construction, un projet bien défini pour l'évolution du Cameroun, le barrage de Bamendjin. Tout le monde de Bamendjin, autant pour moi. De Bamendjin, justement, tout le monde le connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste justement de ce chef-d'œuvre, dira-t-on, emblématique, mais surtout historique pour le Cameroun?
Bon, Bengan Kandji, pour mieux comprendre l'histoire de ce matin, comment vous expliquez ce qui se passe avec ce barrage aujourd'hui? C'est l'échec de la politique d'électrification de notre pays qui a comme conséquence l'abandon de la politique de l'industrialisation du Cameroun. On vous parle de l'industrialisation, ce n'est pas possible. C'est vrai, Salamel est resté à Bamendi, mais on peut étendre ça avec tous les barrages qu'il y a au Cameroun. Il y a l'abandon de la maintenance. On ne maintient plus le barrage. Même Son Lolo a commencé à faire observer des fissures dans les travaux de génie civil. Presque tous les barrages EDA partout. Donc, en fait, c'est des problèmes, j'allais dire, nous nous exposons là des catastrophes. D'abord, la première catastrophe pour Bamendi, pour parler, puisque Charles Lamel a relevé, c'est un barrage dont la réfection nécessitait 25 milliards. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 100 milliards et on n'a pas fini. On n'a pas achevé les travaux. Donc c'est un gouffre à sous. De 25 milliards à 100 milliards, à 100 milliards, et c'est inachevé. Absolument, c'est inachevé. Donc c'est un autre Camerco que nous avons là. Et autre chose, les risques. Nous avons des barrages, ce serait peut-être pas bien de citer les noms parce que ça va mettre les populations. Si cette allure continue, nous avons les barrages ici. Lorsqu'elles vont lâcher, il y aurait des départements qui vont être décimés. J'ai dit bien, il y aura des départements entiers qui seront décimés complètement. C'est-à-dire qu'en partant de la réalité de Bamendi aujourd'hui, de ce barrage de Bamendi, vous oui, pensez parce qu'il y a que d'autres barrages manque au de Cameroun? maintenance, c'est fait, je ne sais pas pourquoi. Et quand nous disons ici que nous avons l'impression qu'il y a un projet d'assassinat collectif des populations, il y en a qui estiment que c'est exagéré de tenir ces propos, mais vous ne pouvez pas le dire autrement. Même pour vous demander, croyez-vous qu'il y a suffisamment d'argent pour entretenir ces barrages? L'État a toujours l'argent, l'État s'endette. L'État s'endette, mais s'endetter pour faire quoi? Pour enrichir les comptes bancaires des citoyens. C'est ça, mais ce n'est pas possible. On a créé la Banque centrale, pourquoi? On est en relation diplomatique et partenariat économique avec des pays, pourquoi? Mais on vend le sous-sol, pourquoi? C'est pour avoir de l'argent. Et on n'a pas de l'argent pour maintenir nos barrages. Je vous dis, si vous lisez cette étude, parce que je convie les Camerounais à chercher cette étude. Il parle de l'Atlas de l'électricité ou du potentiel électrique au Cameroun, mené par Niat Difendi. Là, je le soutenais à ce moment-là, parce que comme ingénieur, directeur général de la Société nationale d'électricité du Cameroun, quand quelque chose est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Donc, il avait mis un potentiel. D'abord, on a étudié où est-ce qu'on pouvait faire les barrages. Cameroun, on a commencé à le faire et son ami, le président Biya, a refusé qu'il continue le projet. Alors, la réalité de Bamendi aujourd'hui, Bengan, est-ce qu'on ne pouvait vraiment pas réhabiliter ce barrage pour desservir à la fois les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui certes justement aujourd'hui connaissent de nombreux problèmes d'électrification aussi, Bengan? L'article 1er qui crée la Société nationale d'électricité du Cameroun en 1974 dit qu'il a pour but de donner le courant électrique à tous les ménages camerounais. Et il y avait donc ce potentiel-là. Parce qu'aujourd'hui, et justement, c'est ça qui n'est pas bien. On vous dit, tu sais, la zone interconnectée nord, interconnectée sud. Donc, on fait comme si, en fait, il y a des régions qui doivent supplier d'avoir l'énergie électrique et d'autres, non, ce n'est pas... Voilà comment on a partitionné le pays. Alors que le potentiel que nous avons, deuxième en Afrique, peut-être que Niat l'a dit d'ailleurs, comme une boutade, on peut mettre l'ampoule électrique sur chaque arbre au Cameroun. Il est en mesure de le faire. Donc, barrage de retenue par-ci, barrage hydroélectrique par-là, barrage de ceci. Donc, en fait, même la région de l'Est ne devrait plus fonctionner avec le fuel. Donc, ne devrait plus avoir les groupes. Puisque le potentiel est là
Et aujourd'hui, on ne devrait plus. Parce que Charles Amel, moi, j'ai failli faire comme lui tout à l'heure, de décider de ne rien dire. Parce que les études se font. On vous dit qu'on peut réaménager ce barrage à raison de 25 milliards, mais on est à plus de 100 milliards, on ne l'a pas fini. Qu'est-ce qui explique? On n'a pas fini. Et ça, même là-bas, les gens se tournent la tête. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Donc, c'est vraiment ce pays, ça devient... C'est énervant. C'est énervant. Et qu'on fait des propositions à l'entrepreneur en chef. Il dit non. Il passe à autre chose. C'est pas possible quand même. Dominique Audrey, justement, sur cette question du barrage de Bamandjine qui est abandonné aujourd'hui, devrait-on, de votre point de vue, le refaire totalement? Peut-être garder cela comme vestige? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Continuer à y verser de l'argent, à y mettre cet argent sans voir de productivité par la suite? C'est vrai que de 1974 à aujourd'hui, il y a énormément de temps qui est passé et qu'au fil de ces années, on aurait dû penser à des travaux de maintenance tout au long de l'existence de ce barrage. Ce qui fait qu'on n'aurait pas eu aujourd'hui des populations de ce côté-là qui soient inquiétées. Le chef, Sa Majesté, c'est Epoca. Pardon, j'ai oublié, je vais regarder tout à l'heure. Le chef de cette localité a plusieurs fois appelé à l'aide. Et récemment encore cette année, il était en train de mettre les autorités en garde en leur disant voilà, on n'arrive pas à tenir. Ici, il peut y avoir une rupture à tout moment. Et imaginez, parce qu'on a vécu des ruptures de barrages en Espagne, en Chine et même en France, oui. Ça a été des catastrophes. On a perdu énormément de gens. Et dans ces pays-là, la gestion des risques, la prévention des catastrophes est organisée. Donc, on sait comment les gens peuvent sortir rapidement pour ne pas être atteints par les eaux avant qu'il n'y ait de pertes. Mais chez nous, il n'y a pas ça. La cellule chargée de la protection civile n'est pas sur le terrain, n'est pas à cet endroit. Pourtant, il y a une possibilité de catastrophe. Rendez-vous compte non, que... Je ne vous coupe pas. Il refuse parce qu'en fait, dans le plan de construction de ces barrages, il est prévu des simulations. Et chaque fois, on doit faire des simulations, mais il refuse. Très bien. Voilà, c'est Sa Majesté Pekeko Foko. Oui, okay. Pekeko Foko. Oui, de cette localité-là. De Bamandjine. Oui, on doit avoir la protection civile présente sur le terrain. Vous savez que n'importe quelle action peut accélérer la rupture de ce barrage. Il suffit simplement qu'il y ait un petit séisme, qu'il y ait un glissement de terrain, qu'il y ait une secousse volcanique et hop, c'est parti. Tout est brisé et on aura des villages entiers dans la localité qui seront tués. Le barrage de Bamandjine est une sorte de réserve parce qu'elle permet elle travaille avec la Sanaga. Donc, il y a une partie qui est là-bas. Il y a la Mapé également, qui est un autre barrage de retenue. Il y en a 3 en réalité qui travaillent avec la Sanaga. Donc, cet endroit est une sorte de réserve pour des saisons sèches et autres. Maintenant, on se rend compte que il y a des eaux, lorsque ça monte, il y a des risques de pression qui font que les fissures vont s'agrandir. Et au fur et à mesure où ça s'agrandit, un jour, ça peut lâcher. Et si ça lâche, on perd complètement tout. Donc, la protection civile devrait aller à cet endroit-là, commencer à préparer les populations, puisque sur le terrain, il n'y a pas d'aménagement. EDC, en 2018, a affirmé que la société qui était là avant eux, Eneo, n'a pas assuré la maintenance. Aujourd'hui, on a des machines qui sont désuètes et qu'il faut renouveler, malheureusement. Donc, aujourd'hui, il faudrait impérativement qu'on prépare les populations, qu'on surveille ces barrages-là et qu'il y ait des campagnes pour pouvoir appeler les populations à être prêtes. Parce que lorsqu'on a ce genre on aurait demandé, quand les populations, et le chef d'ailleurs qui s'est rendu compte, les populations se rendent compte qu'il y a un réel problème comme celui-là en localité, pourquoi ne pas toucher entre guillemets les élus locaux, je dis bien entre guillemets les élus, entre guillemets le maire, entre guillemets, je ne sais pas s'il y a un député là-bas ou il y a des députés. Qu'est-ce qu'ils font? Que dit la commune? Que disent les populations? Que disent les collectivités? La collectivité locale? Les populations la commune n'a pas un regard sur ça. Les communes où ces barrages sont construits attendent seulement les émoluments, les redevances qu'on les reverse. Simplement. C'est l'État, oui, non, même pas. C'est l'État, le gouvernement. Maintenant, il y a un risque quand même. Il y a un risque, il y a des manquements. Le peuple, de ce côté, à calme. C'est pour ça que le chef porte la voix
des populations de là-bas en appelant les autorités, les plus hautes instances à prendre à bras le corps cette situation. Imaginez que ce barrage se brise. Aujourd'hui, je crois au mois d'avril, on parlait du barrage le plus grand du monde qui est menacé de fissure. C'est en Chine. Donc imaginez quelles peuvent être les conséquences si jamais ce sont des villages entiers aux alentours qui seront touchés. Donc les populations aujourd'hui, puisque vos autorités ne feront rien pour vous mettre à l'abri, commencez à vous préparer qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Comment vous l'appréciez, Karine Sonti, à la couleur de ce matin? Alors, je vais vous dire que les populations ne sont pas muettes là-bas, parce qu'en juillet dernier, elles ont manifesté, notamment pour que ce barrage-là soit réaménagé, parce qu'elles craignent pour leur vie. Les travaux pour ce barrage ont débuté en 1971 et ont été inaugurés en 1975 par le président Amadou Ahidjo. Et pour construire ce barrage-là, l'entreprise Razel, il avait fallu détruire 15 000 mètres carrés de forêt. Il fallait couper 100 000 mètres cubes et il fallait faire un terrassement sur une surface de 100 000 mètres cubes. Il fallait aussi 45 000 mètres cubes de rablais rocheux. Donc, c'est des espaces qui sont rocheux. Il y a des forêts de ce côté, donc qui ont été complètement détruites pour construire ce barrage. Et le but de ce barrage était très clair parce qu'il fallait réguler le débit d'eau du cours de la Sanaga parce qu'en saison sèche, la Sanaga le fleuve tarissait. Il fallait maintenant un autre fleuve de relais qui pouvait réguler, notamment avec la MAPE, réguler le débit d'eau pour mieux produire l'électricité. Et c'était pour notamment optimiser la production électrique en cette période-là. Et l'inauguration permettait que les populations, non seulement de la région de l'Ouest, mais de plusieurs autres régions, parce que c'est un barrage qui est situé à la frontière entre le Nord-Ouest et la région de l'Ouest. Donc c'était un barrage qui allait alimenter toutes ces régions-là, notamment en termes d'électricité. Ça allait favoriser, sauf que même les populations n'ont pas d'électricité de ce côté. Donc ça, c'est encore un autre problème. Elles n'ont pas d'eau potable et autres. 45 ans après, plusieurs dispositifs qu'on a installés pour la construction de ce barrage-là sont défectueux. Il faut refaire les dispositifs. Sauf que l'entreprise qui était chargée de l'entretien, de la maintenance de ce barrage-là depuis lors n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas fait grand-chose. Il y a une entreprise? Oui, il y a une entreprise qui était chargée de faire la maintenance, si je ne me trompe pas. Engagée par l'État du Cameroun? C'était Eneo. Et maintenant, EDC qui a repris dit que notamment les travaux n'avaient pas été faits, il n'y avait pas de réaménagement. Il faut refaire, il faut recommencer. Les populations ont même déjà essayé de temps en temps avec les ciments et autres parce qu'elles ont peur, mais après ça ne marche pas. Il faut une vraie action. Mais sauf que depuis 2018, une entreprise a promis de faire un audit afin de mettre un niveau répondant aux normes internationales, ce barrage-là, mais ça tarde à arriver. Et il y a une loi quand même en 2011 qui permettait à ce que ce soit l'État, notamment qui se charge, la loi du 14 décembre 2011 qui demande à ce que ce soit l'État qui régisse le secteur de l'électricité au Cameroun. Donc c'est en fait un dispositif qui devrait être pris en charge par l'État du Cameroun, l'entretien, la maintenance. Mais maintenant, jusque-là, il n'y a rien. Et j'ai dit, c'est en juillet dernier, donc il n'y a même pas 3 mois que les populations ont manifesté pour réclamer la réfection de ce barrage-là qui est défectueux. Lorsqu'il est abandonné comme ça, Charlemagne Batio, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce barrage de votre point de vue? Rien. On fait comment? On le garde comme un vestige de l'histoire? Il ne faut pas prendre ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche plus. Le barrage est en train de vivre ces dernières heures. Si ce barrage vient à lâcher, l'effet d'onde va entamer celui de Magba. Je peux vous rassurer, j'ai bien peur de la suite. Mais comme au Cameroun, on aime vivre avec les catastrophes, derrière les catastrophes, on a M. Michel Gachou, ce qu'on appelle les comités ministériels. Et derrière les comités ministériels, on réussit à manger beaucoup d'argent. Et lorsqu'on sort des comités ministériels, on peut rouvrir une autre brèche, notamment celle des partenariats publics-privés. Vous vous rendez compte que c'est une chaîne bien conçue où chacun réussit à tirer. Bambok vous a parlé de 100 milliards, mais allez auditer pour vous rendre compte d'où est passé ces 100 milliards. Il y a de l'argent qu'on décaisse chaque trimestre, M. Michel Gachou, pour l'aménagement, pour la maintenance et la gestion de ces différentes failles et fissures qu'on observe au niveau de ce barrage. En termes de matériel, le matériel est désuet, obsolète, vieux. On utilise la graisse pour essayer de réactiver.
nous sommes là avec les machines qui datent de 1975, monsieur Michel Ngachou. On a fait quelques réhabilitations et puis après, plus rien. On a passé le temps à aller de privatisation à privatisation, privatisation à privatisation. Mais l'individu à qui vous privatisez ne vient pas pour renouveler. Il vient se faire son argent. Il vient récupérer son argent. J'ai investi, j'ai récupéré le truc. Qu'est-ce que je fais? Je pensionne, je vends les kilowatts. Donc l'objectif, à travers ce que nous vivons avec ce barrage, c'est de dire aux populations de Bamendjin, mais écoutez, taisez-vous. Vous la bouclez. Ceux qui sont là sont venus se battre pour avoir leur argent. Que vous ayez la lumière, que vous ayez l'eau. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, vous savez que le principe même de la terre, à Bamendjin, on sortait les macabos, les maniocs qui avaient la taille de mon bras. Mais depuis qu'on a érigé cela, ce n'est plus ça. Le sol, les alluvions et tout, ce n'est plus ça. On a tout orienté. Les populations souffrent et elles se mettent dans le silence. Le chef a fait plusieurs sorties concernant les lieux sacrés. On est venu placer les lieux sacrés, on est venu placer le barrage sur les lieux sacrés. Ils ont réclamé, on a dit non, on va voir comment on va aménager. Les essais d'abord dans le principe d'organiser. Jusqu'aujourd'hui, c'est là, ils ne peuvent pas faire leur rituel. Même les ancêtres peuvent concourir à fragiliser ce différent barrage. Il y a un passif qu'il faut aménager. Deuxième chose, lorsqu'il y a les zones d'immersion, on retrouve les inondations, mais jamais les populations se plaignent. C'est des maisons qui sont prises, c'est des plantations. À tout moment, le chef, voilà le message que le chef dit, marchez avec vos sacs, marchez avec un sac rempli de vos actes de naissance, des diplômes de vos enfants, parce que si l'inondation vous trouve à tel endroit, continuez seulement, n'ayez plus peur que vous avez abandonné. Voilà comment on vit à Bamendjin. Donc je pense que l'État devrait arrêter de dépanner les petits copains. L'État devrait arrêter de dépanner les petits copains et véritablement mettre des personnes. Nous avons des ingénieurs compétents, monsieur Michel Ngachou. Nous avons des ingénieurs compétents. Nous avons des structures compétentes pour la réhabilitation. Vous allez entendre là, comme on est en train d'en parler, après la grève de juillet et celle d'août, on va contacter une société française qui va venir pour dépanner. Je vous dis, on va contacter une société française qui va venir pour la réhabilitation. Français, mais je vous dis, puisque nous on est habitués dans ces différents rayons, ce sont les Français. Très en colère justement ce matin, madame, monsieur Charles Amenbacho, et la colère exprimée. Vos points de vue également sont attendus. On vous prendra dans un instant une petite pause sur notre antenne. Merci beaucoup, merci à vous madame, messieurs. Après cette pause marquée sur les antennes d'Equinox Télévision, ça bouillonne justement en offre. Attention avec cette histoire du jour qui a été ressuscitée, mais surtout la colère exprimée par Charles Amenbacho. Espérons en même temps que les populations de Bamendjin pourront cette fois-ci retrouver ce barrage, être réhabilité, mais surtout que le ministre de l'administration territoriale, qui d'ailleurs il travaille en lieu et place justement du patron de la protection civile au Cameroun, va absolument faire quelque chose, parce que sur ce terrain, véritablement, on aurait bien souhaité le voir et l'entendre se prononcer. Allez, Karine Santia, on a certainement les messages de nos téléspectateurs ce matin. On a développé l'art d'être toujours pressé à établir les budgets, mais débloquer ces sommes pour effectuer des travaux jusqu'à leur terme est toujours un cauchemar par rapport à la colère de Charles Armel. Pour l'histoire du jour, je dirais que le mariage est une vaste aventure à risque. Si elle a pu supporter 20 ans, qu'elle continue. Elle, au moins, son mari lui a présenté sa rivale. Il y a des femmes qui sont à plus de 50 ans de mariage sans savoir que leur mari a une autre femme, et c'est seulement à la mort que de ce dernier qu'elle découvre les fidélités. Mais lui, il a été respectueux envers cette femme. Qui c'est, celui de 50 ans? Celui de 50 ans qui, après, ce n'est qu'à sa mort qu'on découvre, il est respectueux. Mais l'homme de l'histoire, c'est un homme qui... Mais vous ne lui en voudrez pas aussi en disant que tu m'as caché ça pendant 50 ans de notre vie? Non, il est mort. Là, il est mort et de toute façon, ma colère ne fera plus rien. Il ne sera pas là pour l'entendre. Mais si vous êtes vivante et qu'un homme, il rentre du travail, il est sur son téléphone, la petite l'appelle n'importe comment devant vous et il est tellement irrévérencieux, là, ça pose un problème. Donc, on dit généralement aux hommes, soyez infidèles, ça c'est votre propre. Mais maintenant, avant Njomba,
demandez-leur de respecter les femmes qui sont dans vos maisons. Et ça arrive là parce que lorsque les hommes sortent, ils vont parler de la femme n'importe comment à ces femmes avec lesquelles ils jouent. Donc ne permettez pas à vos petites copines de passage là de parler ou de dire ou d'agir n'importe comment envers vos femmes. Un peu de respect. Même si c'est la personne qui lave vos sous-vêtements, elle doit avoir du respect. Très bien. Mais celle-ci n'est même pas mais cette dame quand même est respectueuse avec son mari, non? Elle est respectueuse, mais elle a fouillé justement parce que le mari a commencé à avoir des attitudes. Est-ce que l'erreur même c'est pas d'avoir fouillé déjà? Non, la femme ne fouille que lorsque vous lui donnez une raison de fouiller. Vous pouvez rester avec une femme 3 ans. Si vous vous comportez normalement, si vous n'avez pas, vous ne changez pas, vous n'êtes plus trop devant, parce qu'un homme qui n'est pas devant le miroir et qui commence subitement à être tout le temps devant le miroir, qui est tout le temps accroché à son téléphone, qui commence à mettre un mot de passe, qui commence, là ça attire l'attention. C'est l'observation. Et là, c'est ça, l'observation. Et après, on va chercher la confirmation de ce qu'on soupçonne. Et la fouille, c'est l'enquête. C'est aussi une procédure. Voilà. Et vous validez ça, Karine Sontiel? Pourquoi La pas? fouille, c'est l'enquête, vous dites? Pourquoi pas? C'est 20 ans de mariage, on n'a plus rien à se cacher. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que aujourd'hui, après 20 ans, avec les grands enfants qui sont déjà grands, en principe, ils pouvaient même être grands-parents si leurs enfants avaient fait des enfants à la maison. Oui, ils auraient pu être grands-parents. Donc, ce n'est pas le moment de dire que mais vraiment, mon mari, là, ils sont plus au niveau des couples qui ont 2 ans, 1 an de mariage. Son mari, aujourd'hui, se comporte comme les hommes qui arrivent à la quarantaine. Je vais vous expliquer le syndrome de la quarantaine. Quand ils arrivent à la quarantaine... Vous expliquez le syndrome de la quarantaine? Oui. Quand ils arrivent à la... les hommes. Oui, j'explique le syndrome de la quarantaine. Quand ils arrivent à la quarantaine, ils se sentent rajeunir. Du coup, les femmes dont ils ont besoin sont des femmes qui sont un peu plus jeunes, plus fraîches. Et ça fait que les femmes qui sont à la maison, qui ont fait des enfants, 2, 3 enfants, ils estiment que bon, son ventre là quand même, c'est plus trop ça. Il veut des femmes plus fraîches et du coup, même si sa collègue, il ne trie plus. Si avant il triait, il arrête de trier. L'essentiel c'est qu'elle soit un peu plus jeune. Et quand il commence à trier, à un moment donné, vous, la femme qui est à la maison, vous commencez à devenir un peu de trop, à devenir barbante. Votre repas commence à devenir même amère. Quand vous préparez, vous mettez même le piment comme il aimait avant. C'est quoi, tu gâtes la nourriture avec le piment? Quand vous mettez un peu de sel comme il aimait avant, ça ne dit même pas salé, c'est comme ça. Donc vous voyez, il commence. Et dans ce syndrome de la quarantaine, il y a que vous n'avez pas intérêt à vouloir rajeunir comme lui. Vous avez intérêt à rester la mère de ses enfants. Lui, il doit continuer à chasser. Il se découvre un nouveau talent. Et quand il finit, il rentre. Sauf que celui-ci, dans sa chasse... Quand il finit, il rentre. Il vous attend, vous l'attendez. Oui, il rentre à la maison. Sauf que celui-ci, dans sa chasse, il a trouvé une bonne chasseuse qui était en mission. Elle a mis le grappin dessus. Lui-même, il veut même bouger, il n'arrive pas. Il veut bouger, il n'arrive pas. Tu vas me marier ici. Vous voyez qu'à la maison, il va faire le macho, arriver dehors. Merci beaucoup. Charles Lamel. D'accord. Une petite minute, 2 petites choses, puisque Charles Lamel va développer davantage. Il y a 2 choses, mes filles, qu'il faut observer et noter. Le mariage se décline à 3 paliers. Il y a la période d'observation, la période de soupçon et la période, j'allais dire, de maturation. Dans la période de maturation, vous n'êtes que 2, les enfants sont grands, sont partis. La période de soupçon, c'est la période où si vous ne vous maîtrisez pas bien, ça peut aller dans tous les sens. L'un ou l'autre s'en va. Voilà, tout à fait. C'est ce que Karine essaye de vendre l'entrée. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Maintenant, la période d'observation que vous parlez faire ça, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça se fait? C'est donc la deuxième chose que je voudrais vous dire. Comment nos mamans faisaient? Pourquoi on a peur des femmes? Pour les gens les hommes qui sont, j'allais dire, mal élevés. Nous, les hommes normalement constitués, on respecte la femme. Parce qu'on sait qu'elle a autre chose que vous n'avez pas, le 6e sens. Elle peut détecter des choses que vous voulez cacher. Au lieu de développer cela, elles sont dans la fouille. Charles Lamel parle d'inspecteur Colombo. Justement, quand vous êtes dans ces inspecteurs Colombo, c'est ça qui fait que même la marmite brûle au feu. Parce que dans votre tête, l'homme là qui est sorti... On inspecte qu'on a trouvé un indice. Mais parce que vous faites de mauvaises choses. Mais justement, ça se voit. Parlez avec vos mamans. Vous le faites? Vous le faites pourquoi? Non, le débat n'est pas à ce niveau. Je n'ai pas là. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, donc en réalité, la femme ici, qui est une bonne femme, vous avez vu comment la famille est en train de vouloir la doter. Et là,
les filles d'aujourd'hui ne savent même pas qu'en fait, elle est en train de prendre le pouvoir sur son mari. Zéro doute. Vous voyez, parce qu'elle voit le mariage en deux personnes. Cet homme Il ne sera pas là. Cet homme va épouser sa deuxième femme et la famille va épouser celle qui est leur première femme et ils vont l'adopter. Mais je vous ai c'est qu'il y a Une même personne se marie de manière différente. Une même personne se marie de manière différente. Attendez donc qu'on vous explique. Expliquez-nous, Père Monson. Cet homme, dans l'allure vont les choses, il ne peut pas s'opposer à sa famille. Il va Mais il ne s'opposer. sera pas là, il sera avec l'autre. Justement, Et elle, alors, celle-ci elle devient donc roi. qui a 3 enfants va prendre le pouvoir. Avec quoi? Ah, voilà, parce que justement, vous disiez tout à l'heure, et Charles Amel l'a répété dessus, la bague là, et ce que vous pas ça le appelez, problème. et que vous L'acte appelez de mariage. l'acte de mariage là, ça le problème. ça ne sert à rien. Non, ne dites pas qu'on Puisque doit en fait, épouser les Devant la loi, Non, ça permettez. la loi lui donne quoi? La femme n'hérite pas. La seule chose, c'est La qu'on ne femme peut pas la n'hérite chasser. pas. Elle La femme hérite quoi? hérite. Mais donnons la parole. C'est la première qui a les enfants et c'est les enfants qui héritent. Très bien. Et c'est la famille qui va faire le jugement d'hérédité, de non-remariage. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui meurt. Charles Amel. Donc, Les en femmes réalité, qui saisissent les gains des hommes. Permettez les filles. mais justement, parce que ces gens-là, ces femmes-là agissent comme vous, qui n'avaient pas l'intelligence. Il a eu la Vous n'avez pas la même battue. Vous n'avez pas l'intelligence de l'éducation, c'est Une tout. peinture Charles Amel battu, je vous en prie. Vous savez, monsieur Michel Ngacho, pour que la princesse Wu-Teng prenne la parole dans le Ngan Park devant les hommes, ça c'est chez les Tikar, elle a monté un coup avec toutes les femmes de la grande notabilité Tikar et même du sultan Tikar en disant, si c'est ton tour de dormir avec le roi, pleure cette nuit. Tous les notables, les femmes des notables, cette nuit-là, celles qui ont passé la nuit avec les notables et les rois ont pleuré. Ben, elles ont pleuré comme ça pendant 3 jours. Le roi est obligé d'organiser en disant, vraiment, je ne dors pas chez moi. Ma femme pleure, les notables, c'est quoi? On a invité la princesse qui a arraché la parole et qui a dit, nous aussi, on va avoir notre mot à dire dans la résolution. Ici, il est question d'un mot. Mais quelle est la stratégie que les femmes emploient pour placer le mot, monsieur Michel Ngacho? C'est la stratégie. La stratégie. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de stratégie parce qu'elles grandissent sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook et sur. Il y a un autre truc là, avec l'enveloppe là. Sur TikTok. Voilà l'exemple où les jeunes filles aujourd'hui vont développer la stratégie. Chaque mariage a une stratégie, monsieur Ça, c'est Michel une Ngacho. diversion, Michel Ngacho. Pardon? C'est de la diversion. Non, je ne dis, ce n'est pas une diversion. Oui, monsieur. Parce que monsieur Michel Comment Ngacho, pouvez-vous dire que les femmes grandissent sur TikTok, Charles Amel? C'est très vous le dire. Il règle ses comptes. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui Non, me faites mais rire. Pas le sujet. Monsieur Michel Ngacho, régler cette femme a passé 20 ans. En 20 années où vous vivez avec votre mari, il y a 20 façons de le connaître, 20 façons de découvrir ses qualités, 20 façons de découvrir ses défauts, 20 façons de résoudre des problèmes. Je pose la question, est-ce que cette femme elle-même, à un moment donné, est-ce qu'elle a suffisamment intégré sa belle famille? Monsieur, elle n'a aucun problème avec sa Elle a belle trop famille. intégré sa belle Son famille. problème, monsieur Voilà. Michel Ngacho, c'est qu'elle a pensé qu'elle était en même temps lieutenant-colonel, colonel et général de l'armée, qui est son foyer. Parce qu'elle n'avait Dieu que pour son gars. Je n'ai pas besoin des gens qui vont m'aider. Je suis lieutenant-colonel, je suis adjudant-chef, je vais contrôler mon gars. Parce que quoi? Parfois vous rentrez le soir, monsieur Michel Ngacho, le moment de soir. La femme ne prend pas la peine d'apprendre le pouls de son mari. Comment est-ce que mon mari est rentré ce soir? Est-ce que mon mari est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Pendant qu'elle cherche à le servir, il faut l'observer. Il faut observer son mari. Si l'homme vous repousse en vous disant qu'il ne veut pas vous parler, vous le laissez. Une chose est sûre, c'est qu'avant 6 h du matin, 9 h, il trouvera l'occasion soit de vous gratter le dos, soit de vous dire un mot. Et pendant ce moment, vous allez perdre. Vous ne pouvez pas être en train de faire tout chaque fois le ping-pong. Il trouvera l'occasion pour lui de vous dire quelque chose. C'est en ce moment que la femme déclenche le sujet. Les femmes s'arrêtent sur des détails. La chemise, le sourire, le téléphone qui sonne trop. Pendant ce temps, elle ne voit pas les chaussures qui sont mal lacées. Elle ne voit pas la chemise qui est froissée. Elle ne voit pas la barbe qui est mal rasée. Elle ne voit pas les ongles. Monsieur Michel Ngacho, elle ne voit pas les ongles qui ne sont pas taillés du mari. Elle ne voit pas les ongles des pieds. Monsieur Michel Ngacho, je vais vous dire que le seul moment que ma mère avait pour discuter, c'est qu'elle disait... C'est vrai qu'après qu'il a vu qu'on ne coupait pas ses ongles. Vous savez, qu'elle disait à mon père, vraiment, il faut que je taille. Je mange le dimanche. Pendant qu'elle taille et qu'elle est en train de limer,
Il se gueule là, mais en solo. Il savait comment il se passait. Les femmes connaissent ces choses. Ce n'est pas l'homme. Il y a un monsieur qui est... Donc, c'est dans un point de stratégie. De stratégie. Le mariage, c'est une question de stratégie. Oui. Un monsieur, Michel Gachou, l'autre jour, il a fait sortir sa femme. C'était lundi de la semaine dernière. Il a fait sortir sa femme. C'est un monsieur de 75 ans. Il tombe malade. Il souffrait de diabète. Il arrive à l'hôpital. On se rend compte que vraiment son diabète est profond. Pendant qu'il est couché, sa femme vient s'asseoir. Sa femme lui dit que on ne sait jamais. Comme tu es couché là, tu peux partir à tout moment. Oui. Dis-moi, j'espère que tu n'as pas des enfants dehors. J'espère que tu n'as pas fait. Oui. Je vous assure que l'homme, même s'il voulait mourir, il s'est relevé. Ça dit qu'il a pris soin de son traitement. La première chose qu'il a fait, c'était mettre sa femme dehors. Donc vous voyez que la stratégie, beaucoup de femmes perdent la stratégie en termes de résolution de conflits. Elles veulent penser que comme je suis fâché contre mon gars, je dois tout faire, je ne prépare pas, je ne donne pas le sexe, je ne lave plus ses habits, je ne fais plus ceci. Donc voilà des femmes, et l'homme, quand il se retrouve dans cette situation, dit ok, à action de femme, réaction d'homme. Et là, nous sommes dans la posture Merci. de la réaction d'homme. Karine, quelques messages rapidement. C'est bien avec les collègues. C'est bien avec les collègues. C'est bien avec les collègues. Ça peut être même la voisine du quartier, ça peut être même la cousine de la femme. Est-ce que ça Carmen, vous savez, tout peut partir. Non, tout pas. Vous n'allez jamais, vous ne saurez jamais ce qui justifie la relation entre un homme et une femme. Mais vous me demandez d'expliquer quand même le comportement. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous devez avoir du cœur au travail. Au lieu de faire votre travail, mais je peux tomber amoureux de vous. Mais je peux tomber amoureux de vous. Vous et moi, on peut tomber amoureux de l'un de l'autre quand même, non? Sans se le dire, non? Mais parce qu'on est dans un climat, dans le taxi, dans les bus, dans les avions, est-ce que quand je te regarde, tu me regardes, et puis voilà, on évolue après. Seulement le fait que vous soyez mon collègue, ça gâte tout. Non, mais laissez tomber. Même Laissez tomber. Ma fille. C'est comme avec et l'homme là n'a pas de raison. Non, les filles, c'est comment vous n'avez quand même pas dit parce qu'on est collègues. Lorsque vous prenez votre bus, Douala Yaoundé, vous tombez amoureux de quelqu'un. Et si mon bonheur, c'est vous qui nous dites sur ce plateau qu'il y a des endroits où on n'épouse pas. Et si mon bonheur, c'est avec toi, mais là, vous avez un fils qui sort avec sa collègue et il veut épouser la collègue. Et si ton bonheur, c'est avec Charles Et on dit donc à notre fille, et on dit à notre fille comment tenir à ce moment-là. Merci. Il faut faire les sacrifices dans la vie. Je demande, et si le bonheur, c'est avec Charles Lamel, qu'est-ce que tu fais? Le bonheur, la meurt. Soit il démissionne, soit il démissionne. Ils vont faire ça. On peut pas travailler. Pas possible. Non. Très bien. Merci beaucoup. Allez, rapidement, des messages. Cet homme est sans cœur, 20 ans avec une femme sans la doter. Et nous les femmes aussi, il faut savoir se valoriser. Il avait en cette femme qu'elle voulait pas être dotée. Il voyait en elle une femme qui ne voulait pas être dotée. Que la femme reste calme et laisse l'homme faire son show. Il n'ira nulle part avec cette femme. La nature s'oppose à ce genre de comportement. Il reviendra seul quand il sera brûlé par la future femme. En attendant, si vous étiez plus occidentalisé, non, on va pas prendre ce message. Ah, parce qu'on parle d'occidentalisation. Non, c'est pas de ça. Je vais le lire alors pour vous. Si vous étiez plus occidentalisé, il aurait plus de liberté au Cameroun et vous seriez prêt à sortir, défendre vos droits. Mais quand vous êtes plus dans les Bantous et par conséquent d'Enchinda, vous aurez voulu... Voilà, c'est un message. Oui, justement, ces gens, ils ne savent même pas. Et quand on leur a expliqué comment la République française s'est constituée, donc ils ne sont ni occidentalisés ni bantous, mais ils prétendent donner des leçons. Chers amis, allez même à l'école occidentale, vous apprenez. Je vous donne un livre tout de suite. Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef adjoint du Monde diplomatique, enseignant au Collège de France. Il a écrit un livre en 2005, L'Afrique au secours de l'Occident, aux éditions La Découverte. Allez lire. Merci beaucoup, Bobo. Il y a les hommes qui n'écoutent pas, qui ne dialoguent pas, qui se comportent comme des dictateurs. Qui écrit. Que cette femme aille se chercher ailleurs. Cet homme ne t'a jamais aimé. L'homme n'a pas toujours raison. Celui qui est immature réfléchit avec la nouveauté. Celui qui est conscient se met dans la peau de l'autre et connaît que dans toute relation, on se supporte malgré les difficultés. Marvin Bello. On fait des concessions. Bien sûr. Ouais. Sauf qu'il y a toujours à la clé une conséquence. Si c'est le plaisir qui l'amène, ce plaisir va tarir, il reviendra. Si c'est l'argent qui l'amène,
il y a toujours des conséquences. À chaque action qu'on pose sur cette terre, il y a une conséquence. Si l'action est jugée utile et que le fondement sur lequel repose cette décision véritablement trouve son sens, il n'y aura rien. Donc j'estime que s'il s'est lancé et que l'accusation qu'il porte, parce qu'il y a une accusation somme toute vraie qu'il porte à l'endroit de sa femme, si c'est justifié, vraiment il ira d'un cœur pur. Mais si cela n'est pas justifié et que cette femme, chaque soir, chaque nuit, coule des larmes, je vous assure qu'il ne mettra même pas 6 mois avec cet homme. Les hommes, faites attention, vous savez ce que vous laissez, mais ne savez pas ce que vous allez trouver. Aussi. Maurice Israël Malin. L'acte de l'homme est, à mon sens, méchant. Après, il faut aussi noter que les femmes ne se concentrent que sur très peu sur l'essentiel dans le mariage. Et c'est comme ça qu'elles sont distraites et ne lisent pas la météo du temps. C'est bien. J'espère que vous aussi, vous avez 20 ans de mariage. C'est super, c'est super. Non, monsieur Michel Gachou, vous savez, il y a un truc on oublie généralement. Moi, On dit au village, monsieur Michel Gachou, que lorsque vous passez en saison sèche et que vous voyez un bananier qui souffle, ne vous arrêtez pas et ne touchez même pas, continuez la route pour dire que c'est des personnes qui sont en train d'expérimenter de nouvelles pratiques. La sexualité de l'homme, et surtout chez le Bantou, évolue avec l'âge. Tous les 10 ans, vous changez, l'homme mute sa sexualité. Vous avez des femmes qui, elles, restent statiques dans leur type de sexualité, bien qu'elle soit mariée. Ça veut dire qu'elle est mariée, elle a une position qu'elle ne change pas. La position, je prends une position de missionnaire, elle ne bouge pas. Vous avez pris notre nous dans le débat là. Monsieur Michel Gachou, lorsque vous voulez bouger, vous dites que la secte où tu es entré là, je ne suis pas bien. Dès que vous voulez lui dire, il faut qu'on se remette. Hey, on avait souvent parlé des affaires là. Donc, comme ça que tu es déjà entré, tu as appris ça que mon père. L'homme se tait et développe. Oui, parce que la sexualité de l'homme change. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles atteignent 40 ans, 45 ans, 50 ans, elles aiment les chantiers. Les maisons abandonnées, elles ont des plaisirs. Les salons, elles ont des plaisirs, monsieur Michel Gachou. Il faut savoir s'adapter. Et c'est important de le dire aux hommes qui nous regardent et aux femmes à la maison. Arrêtez de croire que votre mari qui arrive, c'est Jésus, Marie, Joseph. À des moments, il faut trouver et essayer de voir Saint-Pierre, Saint-Paul et aller voir Saint-Élie, monsieur Michel. Merci beaucoup, merci. Allez. Donc chez les Bantous, on est... Si. Mais là, il y a toute une sexualité bantou. Le Kama Sutra. Non, le Kama Sutra, il y a le Kolarita, il y a toute une sexualité. Ah, merci beaucoup. Venez apprendre. Vous allez voir à partir de vos grands-mères, de vos mamans. Vous pensez qu'elles étaient des tarées? Non, elles étaient comme avant. Vraiment. Ah, maintenant, il y en a parmi elles qui ont eu le bac dans les années 50, ils ont même fait 7 euros, là, ils sont revenus. Voilà. Mais attendez, ils sont revenus. Merci. Non, ben non, Mais écoutez, je vous dis, la vie ne commence pas et ne s'arrête pas avec vous. Restons courtois. L'émission n'est pas destinée justement au sexe, mais en réalité, merci pour les enseignements. C'est monsieur Oui, non, on a compris. Non, on vous a compris. Non, c'est un trait d'union et puis nous respectons. Non, c'est le message qui m'a orienté vers le message de la téléspectatrice. Justement. Qui m'a fait penser qu'on peut aller fouiller. Vous voyez, quand un homme tape la poitrine en disant que c'est ma femme, c'est ma vie, ça suppose qu'il a un plaisir incommensurable. Ça peut être un plaisir. Donc vous avez goûté le bol l'autre jour et vous nous faisiez état de ce moment. C'était pas une femme qui avait parlé ça. Est-ce que vous savez que même la nourriture peut faire partie d'un homme d'un foyer? Oui. La nourriture seule vous fait partie d'un foyer. C'est la façon de séparer mal. L'homme s'en va. C'est ce qu'il dit. Monsieur Ngachou Numba, nous à notre époque, quand j'avais atteint 10 ans de mariage, vous savez ce qu'on disait à l'époque? Non. Nos parents vous disent, à partir de ce moment, comme tu as pu résister, on dit désormais la femme chez qui j'habite. Voilà. La femme 10 ans après. Maintenant, je suis à plus de 30. Ouais. Donc, en réalité, voilà. La main assure. Voilà, quand on dit les choses, même la sexualité, chaque amène le dit ici tous les jours. Vous ne pensez pas que les enfants d'aujourd'hui, d'abord à 30 ans, il y en a qui n'ont même plus la virilité? Voilà. Oui. Alors que nous, à notre époque, à 80 ans, vous pouvez voir un bon bantou prendre une fille de 20 ans. Oui. Yeah. Sauf que... Donc voilà. Mais aujourd'hui, au lieu d'apprendre des choses, ils ne comprennent pas. Merci beaucoup. Allez, la revue des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, c'est avec Karine Santia.
Oui, on s'intéresse à un sujet ce matin, ce communiqué du préfet du Yonkam qui fait des remontrances notamment à celui qu'on appelle Pierre Kwemo et que les gens défendent sur la toile aujourd'hui, notamment à cause de la manifestation du 22 septembre. Selon le préfet du Yonkam, des sources concordantes insistent sur le fait que des jeunes scolaires ont été instrumentalisés pour manifester le 22 septembre dernier, et il appelle le maire, il appelle notamment M. Pierre Kwemo de l'Union du mouvement socialiste à revenir sur ses pas parce que selon lui, il y a eu manipulation et que M. Pierre Kwemo serait derrière cette manipulation. C'est une remontrance de bretelles. Et maintenant, sur la toile, les gens disent qu'ils ne savent même pas qu'il y a une différence entre un maire, entre une personne élue et une personne qui est nommée. Pour les internautes, il n'a pas de leçon à donner à Pierre Kwemo, encore qu'il ne sait même pas qui est ce Pierre Kwemo qui dresse derrière lui un long passé de résistance face aux autorités administratives. Allez, c'est justement un document qui est en train de faire le tour de la toile depuis hier soir. Cette question avec Pierre Kwemo et le préfet du Yonkam qui l'interpelle suite aux marches du 22 septembre dernier et qui estime bien évidemment, vous l'avez dit, Karine Sontia, qu'il aurait manipulé les jeunes qui sont rentrés dans la rue afin de revendiquer au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il faut quand même préciser que des jours avant, lui-même Pierre Kwemo avait dit de façon, on va dire, peut-être pas clair qu'il était aussi pour ces marches-là qui visaient bien sûr le changement du Cameroun. Lorsque le préfet aujourd'hui, Charles Amembachi, on reparle encore du préfet, lorsque le préfet lui-même se lève aujourd'hui, vient interpeller Pierre Kwemo de l'UMS, lui demandant justement de faire attention, une prochaine fois il sera un peu plus dur parce qu'il faut respecter ce que le chef de l'État a mis en place comme étant valeur. Comment vous appréciez l'attitude du préfet vis-à-vis de M. Kwemo? Alors, M. Michel Ngachou, je la trouve déjà, pour moi, trop pédante. Et je vais vous dire pourquoi. L'attitude du préfet? Oui, je vais vous dire pourquoi. Je m'avais voulu lire un extrait de ce même passage qui a échappé peut-être à beaucoup. Il a dit, c'est le lieu pour moi de vous exprimer mon indignation, virgule, mon mécontentement. Ce n'est pas le mécontentement de la nation, c'est mon mécontentement personnel. En tant qu'acteur de quoi? Entre guillemets, M. Michel Ngachou, allez étudier, était-ce acteur du RDPC? Était-ce acteur? Il faut vous poser la question. Et une formelle et sévère mise en garde face à ces élans velléitaires de déstabilisation de notre cher et beau pays et la menace de ruiner tous les acquis socio-économiques et avancées démocratiques engagés par le Cameroun sous la houlette de notre grand et sage président Paul Biya. Là, franchement, et ça c'est en grand. Nous sommes encore en République? La question vous la posez. Est-ce que nous sommes encore en République de notre grand et sage président? Non, monsieur Michel Ngachou. Attention. À cela, il y a de l'émotion, il y a de la passion. Est-ce qu'il est encore préfet là? En ce moment, lorsqu'il s'exprime, il n'est plus préfet. Il fait allégeance. Il fait allégeance. Non, ça c'est un mot. C'est l'aplaventrisme. Il fait un aplaventrisme griotique, monsieur Michel Ngachou. Hein? Le dire de notre grand et sage. Non, il aurait dit de notre président Paul Biya, on aurait accepté. Ou du chef de l'État. Ou du chef de l'État, on aurait accepté. Encore que le texte en lui-même, nous avons apprécié le simple fait, même comme ce qui paraît confidentiel se retrouve sur les réseaux sociaux, histoire de démontrer la République dans la rue, qu'on peut faire un ensemble de choses, monsieur Michel Ngachou, ce qui est répréhensible. Mais là, a dit notre grand et sage. Alors j'ai l'impression, monsieur Michel Ngachou, que finalement, nous sommes dans une monarchie parce qu'on emploie ces expressions pour Confucius, on emploie ces expressions pour Mao Tse-tung, on a employé ces expressions, monsieur Michel Ngachou, pour célébrer la longévité. Non, mais là, nous ne sommes pas dans une monarchie. Donc j'ai bien peur que ce préfet, dans la rédaction de ces textes, s'est trompé du lieu et de l'endroit. Et surtout, l'émotion qui était sienne. Il n'est pas resté froid comme l'État. C'est un monstre froid dans l'ensemble de ces textes. Mais il a ajouté du moi. Et le moi, vous le savez, est très haïssant. Voilà pourquoi je dis, véritablement, il n'avait pas besoin de ça. Lorsqu'un homme politique est pourchassé par les autorités administratives Mourant Bengan,
comme c'est le cas avec Pierre Kwemo aujourd'hui, on dira peut-être qu'on parle de lui. Mais est-ce qu'il n'est pas également de son droit en tant qu'acteur politique, en tant que leader justement d'un parti politique, de donner sa position quant à l'évolution des choses de la nation? Non, mais d'abord, si vous posez... Et qu'il soit réprimé de la sorte par le préfet. Non, si vous posez la question comme ça veut dire que vous actez que Pierre Kwemo a soutenu les marches qui se sont passées là-bas. Mais moi, je ne sais pas s'il les a soutenues ou pas. Je ne sais pas. Mais dans l'observation, je n'ai pas vu, peut-être ça m'a échappé, là où le président de l'UMS avait demandé de marcher ou de ne pas marcher. En fait, ça m'a échappé. Non, mais il y a quand même un document où il donnait sa position, ce qu'il disait des marches, mais qui n'a pas été... Il défendait l'idéal d'une nation prospère qu'a été le Cameroun. Très bien. Voilà. Il n'a pas pris position. Donc, à ce niveau, l'autorité administrative aurait mieux fait de lui adresser une lettre lui disant des informations en notre possession font état de ce que vos camarades, les militants de votre parti ont participé à donc bien vouloir les recadrer pour peut-être que ça serait resté là en disant que voilà, en tant qu'autorité administrative, je vais sur l'ordre de tout ça. Mais il n'est pas là. Il est entré dans le registre de ce qu'on appelle le parti-État. Lorsque le RDPC naît à Bamenda en mars 1985, l'article 184 de son règlement intérieur dispose que tous ceux qui ont rang de chef service d'administration publique sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc, les autorités administratives, et à l'époque, c'est les autorités administratives qui organisent même les élections, notamment les sous-préfets et tout. Donc, l'autorité administrative ici, pour le cas de Honcam, est encore dans cette posture-là. Or, cet article-là n'existe plus dans les textes du RDPC. Ça a été modifié de manière malicieuse en 1996, en décembre, lorsqu'il modifiait les textes, en article 20 nouveau des statuts. Mais de manière malicieuse, on a dit les gouverneurs des régions qui sont militants du RDPC sont délégués au Congrès. Bon, vous voyez, puisque l'administration est, j'allais dire, respect de la hiérarchie et tout ça, vous voyez donc les militants. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, puisqu'il n'a pas tenu de congrès ordinaire pour savoir si les gouverneurs y sont ou pas. Et surtout pour savoir, parce qu'on va dire, on nous a invités. Il faudra observer que s'il y a un congrès maintenant, les gouverneurs seront même membres des commissions. Donc, tous les préfets aspirent donc à cela. Et que, comme Paul Biya a fait de l'ENAM son cheval de bataille, c'est-à-dire au mépris de la sanction même des militants de son parti, et voilà, c'est ça qui fait que les autorités administratives ont glissé malicieusement et de manière maladroite dans le champ du RDPC comme militant, et ça va désorganiser, ou alors ça a désorganisé toute l'administration publique. Une administration quand même, on a le sentiment justement de Nicodré que le préfet parle ici, on va dire au nom du chef de l'État, tout à son nom propre. Il aurait peut-être pu défendre, il pouvait défendre les lois de la République, l'encadrement, comme on l'a très bien dit, de ces marches-là, mais surtout ne pas parler en tant que moi, toi qui? Toi préfet, et puis quoi? On peut le dire aussi comme ça? Oui, je vous répondrai comme si j'étais lui. Moi préfet, et puis je parle pour le président à mon nom. Notre président sage à mon nom, tout simplement. Monsieur le préfet, je sais pas, dit que se plaint de ce qui est des gens qui est manifesté. Je sais pas, bon, pardon, faut m'aider. Si on est élève, on ne peut pas être militant d'un parti politique? Non, si on a 18 ans, pourquoi non, pas? si on a 18 ans. Voilà. Ouais. Donc, si c'était même des élèves âgés de 18 ans qui auraient pu être des militants, ce n'est pas un problème. Donc, on ne devrait pas mettre scolaire comme si c'était quelque chose qui était répréhensible. Comme si c'était des enfants de 10 ans, ou de 7 ans, de 9 ans. Voilà, si c'était même des élèves qui n'étaient pas en droit d'être là, n'a-t-on pas le droit dans son pays, même si on est âgé de 3 ans ou de 4 ans, d'estimer qu'on veut de meilleures écoles? On a besoin d'une permission pour ne pas être content. Du moins, à quel moment peut-on dire qu'on est citoyen dans un pays? Dès à qu'on quel est âge? né, non?
Non, dès qu'on est né. Mais sauf que ce qu'il a oublié de préciser, c'est que juste après, au lendemain du 23-24, il y a des gens qui vont de maison par maison, règlement de compte oblige, désigné. Il y a des interpellations qui ont cours. On en reparle. Il fait une sorte de menace dans laquelle il mentionne que la prochaine fois qu'il y aura une tentative de trouble à l'ordre public, de manifestation ou de répression, ils feront face, l'UMS, ou bien, parce qu'il a estimé que c'était une sous-traitance du MRC, feront face à une répression sévère. Donc, ça veut dire qu'on nous dit officiellement que nos forces de l'ordre vont réprimer des gens qui seront susceptibles de se retrouver dans une réunion. Je ne sais pas si c'est dans les normes de la République du Cameroun en construction. Si c'est le cas, oui. Et il mentionne, c'est bien. Et il mentionne également que les manifestants étaient drogués. Je ne sais pas s'il était sur le terrain. Je ne sais pas comment il fait pour savoir. Je ne sais pas comment on fait pour savoir que quelqu'un est drogué étant chez soi en regardant juste à travers les réseaux sociaux. J'aimerais savoir. Merci beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas une pratique courante chez Alamel aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on l'utilise, ces menaces en permanence pour faire peur au peuple. Est-ce que le peuple camerounais qu'on a vu le 22 là a encore peur? Monsieur Michel Ngachou, vous savez... C'est-à-dire on prend des articles, on fait des sorties ça pour intimider, savez, pour faire peur. Le peuple camerounais a-t-il encore peur? Je le disais tantôt, les marches jusqu'à une certaine période n'ont concerné que 3 grandes villes. Nous avons eu le centre, Yaoundé, la capitale politique, la capitale économique Douala et quelque peu Bafoussam, où on a souvent vu des marches. Mais le fait pour des nouvelles villes d'être entrées dans le principe de la grève, comme la zone de Baham, qu'on savait, après les événements acquis désormais au RDPC, qui avait tourné le dos définitivement à Maurice Kamto, la ville de Bafang qui pendant longtemps avait passé le temps plus à observer, voir ces différentes villes et voir le sud Cameroun, M. Michel Ngachou, se lever, ces 3 villes véritablement interpellent encore la conscience en se demandant, mais bon Dieu, de quoi est-ce qu'on parle? Alors qu'on s'attendait, l'effort avait été maximisé sur Douala, Yaoundé, là on savait que c'est des gens qui allaient partir. Lorsque les cas se déplaçaient à l'approche du 22, c'était plus facile de pénétrer Yaoundé, d'entrer dans Yaoundé. Les fouilles étaient systématiques, les bagarres étaient systématiques. On avait peur pour ces 2 villes. Le sud s'est levé, Baham s'est levé, Bafang s'est levé. Mais M. Michel Ngachou, ces différentes villes, c'est des signaux forts qu'on envoie que si, à long terme, il y a une sorte de répétition, vous allez entendre que Nanga et Boko s'est levé, vous allez entendre que des zones comme Bengbi s'est levé, vous allez entendre que des zones comme Abomban s'est levé, vous allez entendre, M. Michel Ngachou, que Toktoyo, toutes ces différentes zones du Cameroun se sont levées comme un seul homme pour dire stop, nous ne voulons pas. Quelle est la méthode qui devrait être employée? Au lieu de la méthode répressive, telle qu'enseignée, enseignée et diligentée par tous ceux qui sont sortis par les NAM, il devait avoir une autre approche. Est-ce que l'approche répressive est une approche qui est en train de passer? Je pense qu'aujourd'hui, il devrait se poser la bonne ou les bonnes questions. Au lieu de parler de répression, on devrait parler d'encadrement des différents manifestants, histoire de préserver les droits. Seulement que le mot encadrement ne passe pas jusqu'à présent. Seulement que ça m'a été très compliqué chez Alamel lorsqu'il faut parler d'encadrement. Étant donné que nous sommes sous un régime de déclaration de manifestation et qu'on en arrive encore à demander à tous ceux qui veulent manifester d'avoir une autorisation de manifestation, c'est quand même assez aberrant de toutes les façons. On va dire que c'est des réalités qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a également un fait qui est courant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez vu ça comme moi, ces garçons qui se font bastonner dans un quartier de Douala. Il y a les vidéos comme ça. Et dont on laisse croire justement qu'il y a des populations viennent livrer les gens qui ont marché. Il s'agit de quoi? Les gens qui arrivent, qui sont au quartier avec vous, et puis comme vous avez marché, ils vous connaissent, ils viennent, ils vous livrent à la police. Maintenant, même le jour de la marche, il y a des gens qui ont été arrêtés et tabassés parce qu'ils marchaient par les populations. Et j'ai vu des militants du RDPC être très contents du fait que les gens arrêtaient les manifestants et tabassaient. J'ai même vu quelqu'un de la société civile être très content du fait qu'à la cité SIC, il y a eu ce genre de fait là. Oui. Il disait que les boutiques étaient ouvertes et tout. Et il était très content du fait que les citoyens arrêtent d'autres citoyens et frappent parce que ces derniers ont décidé de
c'est marcher. là où- Vous voyez comment est-ce qu'on fait pour mettre dans la tête des gens que si vous vous levez pour marcher, vous allez avoir en face de vous des gens qui ne veulent pas marcher et qui vont vous violenter. Donc, et c'est On est ceux-là en train- aujourd'hui on qui veut deviennent- animaliser les manifestations pour faire croire aux gens que en fait ce sont des animaux, ce sont des loups qui veulent à tout prix la place du roi et finalement ça donne ce que ça a donné. Ce que ces gens cherchent, si ça continue dans cette lancée, ça va marcher. Ça va marcher comme ils font là parce que on veut nous faire croire que c'est une situation de tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. C'est des gens qui dans un quartier décident d'aller toquer les portes pour livrer les autres parce que ces derniers sont sortis dans la rue pour réclamer ce qui est bénéfique pour eux Donc tous. simplement, il va falloir faire très attention en laissant croire que c'est une ethnie ou Oui, une non. tribu Oui. qui a pris sur lui ou sur elle, justement, de vendre des Camerounais chez la mer. Monsieur Michel Ngacho, c'est des élites connues qui habitent ces coins connus, qui ont Mon enlevé de l'argent pour payer en demandant à ce que des exactions soient posées sur les gens appartenant à X ou Y. Je ne vais pas rentrer ici dans ce jeu-là, oui. Dans ce jeu, ça ne me servira à rien. Sauf Effectivement. que ça me dérange un peu, monsieur Michel Ngacho, lorsque vous êtes au quartier, vous flânez, vous ne faites rien, une élite vient vous donner 5 000 francs, 10 000 francs, allez casser la C'est déjà maison, de besoin. allez sortir, livrer ces différentes personnes, vous le faites et demain vous vivrez comment? Demain vous mangerez quoi? Cette élite est censée vous trouver du travail. Cette élite, si elle vous aime tellement, est censée s'occuper. Vous allez jouer ce jeu. Ça n'a pas été qu'à la cité de Palmiers, ça a été à la cité Six, ça a été un peu partout. Et c'est des personnes connues qui écument les plateaux. Je suis quand même un peu déçu. Très déçu qu'on se retrouve à cela. C'est vrai que l'intention première, bon, que moi nous la condamnons ici, on parle de l'idée d'insurrection, il n'était pas question de l'insurrection. Même ceux qui n'ont pas marché, on est venu casser leur maison pour les faire sortir. Il y a des zones où on a connu, on est venu faire sortir Quand la vous êtes STC. militant déjà. Parce qu'on dit, vous effacez la maison des militants. Il y a d'autres qu'on a livrés, M. Michel Ngacho, alors qu'ils n'étaient pas sur le terrain, on est venu les interpeller. Donc j'appelle en disant que ce type de comportement n'aide pas une nation qui veut se construire et qu'on pense vouloir construire. Ça, c'est du tribalisme qui est en train de s'implanter. Et je peux vous rassurer que ce soit avec le concept d'ivoirité, que ce soit ce divan pays, ça n'a véritablement pas aidé. Et ça n'aidera pas le Cameroun. Je crois que les mots de Bapoli Port sont assez clairs. Pour ceux qui ont lu le message de Bapoli Port, c'est assez clair qu'ils aillent fouiller parce qu'aujourd'hui, le désordre vraiment... Bon, ça c'est légitimer justement la violence dans un pays. Si quand même aujourd'hui on parvient à identifier ces élus ou encore ces élites, mais il faut quand même qu'il y ait des poursuites judiciaires autour pour de pareilles manipulations. Parce qu'on a vu les images qui touchent sur Internet, mais c'est très grave quand même. Qui va les poursuivre? On aurait commencé par Roméo Dika qui a dit à la fin du monde que j'ai volé les urnes. Il fallait qu'il soit au moins mis en examen. Au moins mis en examen. Bon, quelqu'un vous dit, moi j'ai trafiqué les élections. Oh, la loi l'interdit. Aucun magistrat ne l'a interpellé. Vous voyez, c'est un peu triste de notre pays. Bizarre. Dominique Audrey. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Moi, aux personnes qui commettent ces actions, peut-être le dire aujourd'hui fera que demain on viendra aussi me chercher pour me chicoter. Mais tout de même, je veux dire que c'est stupide. C'est fait preuve d'une telle idiotie que de se retrouver à faire ce genre de choses. Ça veut dire que tous les jours, on est là, on a les inondations, on se serre les coudes, je viens t'aider à porter ton matelas, on met les choses dehors. Quand j'ai un verre de riz, on mange ensemble et demain, quelqu'un vient vous donner 500. Il vient vous donner 1000 francs pour que vous me livriez. Et demain, vous redormez dans l'eau. Vous recommencez à avoir faim. Lorsque vous avez livré ceux qui sont du MR, c'est parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils ne sont pas des sous-fifres comme vous les livrez. Et M. Bapoli Port a raison lorsqu'il dit que Oumniobé devrait se retourner dans sa tombe. Et je l'ai dit ici au lendemain de la célébration entre guillemets de sa vie, à toutes ces personnes-là qui l'ont mis en statut, qui l'ont mis en photo Facebook, cet homme devrait même vous gifler tous, parce que vous êtes des traîtres. C'est de la traîtrise. Aujourd'hui, au nord, on fait l'école avec des piquets, avec des pailles. Là-bas, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas d'eau. On a vu une femme ici qui puisait l'eau dans une rigole. C'est pour ça que les gens ont marché, parce qu'on veut avoir de l'eau, parce qu'on veut aller à l'hôpital et se soigner, parce que Monique Koumatekel est morte à l'entrée d'un hôpital et personne ne l'a prise en charge. C'est pour ça que les gens ont marché. Dominique Audrey, c'est des sujets de colère. Madame, Monsieur, gardons le cap.
On va prendre le spot bien avant et puis on va retrouver dans un instant Consti Lamine. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé, en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Komkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Allez, bon retour, madame, messieurs. Nous parlons ce matin, une fois de plus, de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. Et pour parler bien sûr avec Consti Lamine. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les parents qui nous regardent en ce moment. Bonjour à tous les futurs bacheliers, bonjour à ceux-là qui ont déjà obtenu leur BTS, leur licence professionnelle, qui veulent poursuivre en cycle master. Bienvenue à ISPA. Alors quelles sont les différentes filières de formation disponibles à ISPA ? Alors, l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, du côté bien sûr de Yaoundé, au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo, met à la disposition de ses apprenants camerounais et étrangers, a bien entendu 12 filières de formation à fort potentiel d'emploi. Oui, je dis bien ces 12 filières de formation, notamment dans la gestion, dans l'informatique, dans la communication, dans le commerce-vente, dans le génie civil. Bien entendu, toutes ces filières-là sont en présentation facile et intégrale en cours du jour et cours du soir à l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana, qui met à la disposition de ses apprenants des cycles de formation tels que le cycle BTS, le cycle licence professionnelle, le cycle master professionnel pour la section anglophone, le cycle HND, le cycle bachelor degree, le cycle bien entendu, c'est-à-dire Professional Master pour la section anglophone, tout ceci pour le bien-être et surtout l'épanouissement des étudiants. Alors, dites-nous, pourquoi doit-on choisir l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins ? Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Il y a tellement d'écoles supérieures du côté de Yaoundé. Il y a de très très bonnes écoles supérieures, ça je le sais. Mais parmi ces écoles supérieures du côté de Yaoundé, il y a bien entendu l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandins. Alors, pourquoi devrait-on choisir cette école supérieure? Déjà pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut déjà rappeler que le fondateur de cette école supérieure est un éminent enseignant qui a plus de 25 ans d'expérience. Il a donc décidé de mettre à la disposition des Camerounais et des étrangers une école supérieure de renommée internationale. Raison pour laquelle vous aurez donc aujourd'hui à choisir cette école supérieure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la qualité de l'enseignement qui est dispensé par des enseignants professionnels, expérimentés et qualifiés. À côté, bien sûr, de cette qualité des enseignants et des enseignements, il y a également la qualité de nos laboratoires, la qualité de nos ateliers et bien entendu, l'environnement dans lequel les étudiants s'installent tous les jours de lundi à samedi en cours du jour et cours du soir. J'ai l'habitude de le dire, chers téléspectateurs, l'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel on s'installe, dans lequel on apprend est important pour notre épanouissement, est important pour notre éducation, est important pour retenir les leçons dans de très très bonnes conditions. Bien entendu, plusieurs avantages vous permettront bien sûr de choisir cette école supérieure. Comment s'inscrire à ISPA, Consti Lamine? Alors les inscriptions se déroulent tous les jours ouvrables de lundi à samedi de 7h30 à 18h dans nos locaux du côté bien sûr du quartier Komkana, c'est à Yaoundé face immeuble Macabo. L'étudiant qui se rend du côté de ISPA, une fois qu'il est à ISPA, il est tout d'abord accueilli par un service d'orientation. Oui, avant de remplir n'importe quel dossier, vous êtes accueilli par un service d'orientation qui se charge bien de vous entretenir et de vous orienter selon votre choix et surtout selon votre formation académique. Donc, il suffit tout simplement de vous rendre du côté de Komkana et de choisir l'Institut supérieur universitaire ISPA. Vous aurez toutes les informations. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent la direction de l'établissement et obtenez tout ce qu'il y a comme renseignement. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention de tous les téléspectateurs, de tous les parents. Une école supérieure, c'est bien, mais une école supérieure de qualité, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle d'école supérieure,
supérieure, on parle bien entendu de ISPA, raison pour laquelle le concept Salaka a décidé d'être le communicateur de cette école supérieure qui vous offre également en matière de scolarité, une scolarité à la portée de tout un chacun. Parce que le fondateur a dit, je n'ouvre pas ISPA pour me faire de l'argent, je mets ISPA sur pied pour permettre aux jeunes Camerounais, aux étrangers d'avoir une formation supérieure de qualité, raison pour laquelle le coût de la scolarité est à la portée de tous les étudiants. Merci et surtout, bienvenue à ISPA. Merci Constilamine, merci à vous et merci pour ce moment de communication avec nous sur les antennes Equinox Télévision. Madame, Messieurs, 10-12 Zénith se poursuit avec vous et des messages en même temps qui nous seront restitués dans un instant par Karine Sontia. Nous vous rappelons que les plateformes, vous les connaissez effectivement, la page 10-12, le Zénith sur Facebook. Vous avez également la page Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live, toujours sur Facebook, mais surtout le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Karine, nous vous écoutons. Tous les administrateurs supportent celui qui gagne les élections, c'est tout. Quand ce sera un autre, ils vont tout simplement retourner leur veste. Non, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a sûrement des hommes politiques qui pensent même que l'administration territoriale peut organiser les élections et les rendre libres, transparentes et crédibles. À ce moment-là, l'administration est objective, elle est neutre. Elle n'est pas dans des partis politiques. On fait comme si les partis politiques vont, comment je vais dire ça, vont se discuter les fonctionnaires du pays. Non, le fonctionnaire, il est là, à travers la fonction publique, il n'a pas de fonction politique. Il a la fonction administrative. L'administration est neutre. Et voilà. Donc, si on est censé les garder. Non, mais pourquoi pas? Ceux qui tuent leurs petites amies là. Mais attendez, chacun a une fiche de discipline, chacun a une fiche, il y en a qui seront sanctionnés. En ECM à l'école, il y a tout un chapitre sur la démocratie. Sur les antennes, on nous casse les pieds avec la démocratie à gauche, la démocratie à droite. Mais si vous essayez de la mettre en pratique, on vous tape sur les doigts. On est en démocratie ou pas? Je veux juste savoir. Ben, nous sommes en démocratie. Nous sommes en régime de multipartisme, on n'est pas en démocratie. On n'est pas encore en démocratie? Non, en démocratie. Lorsque au sommet de la Bolle, François Mitterrand a tout fait pour demander aux présidents africains d'imposer la démocratie chez eux comme mode de gouvernance. Lui-même, Mitterrand, son premier ministre de la coopération, Jean-Pierre Côte, il a limogé. Pourquoi? Justement parce que Jean-Pierre Côte, enseignant à la Sorbonne, pensait justement comme ces étudiants à qui on a appris la démocratie. Il a donc voulu imprimer le discours de son président. Dans les ex-colonies, on lui a dit, monsieur Jean-Pierre Côte, c'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. Il a fait ceci, il a dit, mais attends, bon, il préfère partir. Donc en fait, lui-même, Mitterrand, qui nous a combattu, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le décret qui crée l'État du Cameroun en avril 1957, Mitterrand était ministre de la Justice, garde des Sceaux. À cette époque-là. Merci. Karine, message. Dans le gouvernement de Guy Mollet. Parlons de ce préfet, voilà ce genre de stupidité qu'on enseigne à l'ENA. Charles Ahmed voulait absolument faire une virgule, si je vous en prie, Karine. Oui, je voulais faire une virgule, et parce que c'est l'occasion pour nous d'enseigner aussi les Camerounais, ceux qui nous regardent. Il n'y a pas eu meilleure démocratie que les démocraties africaines. Je vous prends un cas sur les Bamoun. Jusqu'à la 17e dynastie, M. Michel Ngachou, lorsque vous étiez arrêté et prédestiné à devenir roi, les Fonangon faisaient le tour de tout le village et collectaient le sel. Le sel qui était considéré comme étant le mandat que le peuple vous donnait. Vous arrivez maison par maison, chacun prend en fonction du sel qu'on donne. On fabriquait des pains de sel. Ces pains de sel étaient ceux sur quoi on prélevait le sel pour faire la nourriture du roi. Lorsque le repas, le pain de sel venait à finir, ça supposait que le mandat que le peuple vous avait accordé était arrivé enfin. Qu'on le dise aux Camerounais, la France n'a rien amené comme démocratie au Cameroun. Les Africains connaissaient la démocratie. Si on avait respecté le principe, M. Michel Ngachou, des royaumes, je vous assure que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a que Ngoulouré, le roi Ngoulouré, le 12e roi de la dynastie Bamoun, qui a triplé de mandat. Parce qu'on ne sait comment il a fait pour se rendre compte que son pain était fini. Mais tellement il était bon. Il était géant, il mesurait 2,90 m et il avait de larges pieds. Je le dis pour que les jeunes sachent. C'est lui le seul qui a doublé
Avant que la République n'arrive. Qui a triplé. Oui, qui a pu tripler, excusez-moi, qui a pu tripler, monsieur Michel Gachou. Donc aujourd'hui, qu'on parle de la démocratie, cette démocratie est fétide. Ce que nous vivons est fétide. Il faut rentrer dans ce qui se passait dans nos rangs pour comprendre qu'il y avait... Et c'était ainsi partout. Vous entendez que lorsque le roi mourait, il y avait une graine qu'on lui a donnée, il revomissait cette graine. Rentrez dans l'histoire. Arrêtez de vivre les histoires qu'on vit sur Facebook, monsieur Michel. Merci, Chalamel. De la même manière, de ce qui concerne le statut de la femme. Tu le Bantou, quand la femme parle, se met dehors, tout le monde se tait. Contrairement à ce que les faux anthropologues occidentaux les enseignent. On dit que la femme ne parle pas, la femme ne fait pas. C'est la femme qui réfléchit et l'homme rend public. C'est la femme qui pense et l'homme rend public. Et lorsque l'homme rend public de manière fausse, ou la femme se met à parler, et lorsqu'elle parle, les hommes se taisent. Et dans le cercle des femmes, des cercles initiatiques de femmes, les hommes n'entrent pas là-bas. Or, les femmes peuvent entrer dans certains cercles des hommes. Il faut dire que les femmes, même pour aujourd'hui, c'est des menteuses. Merci. Oui, mais nous appliquons ça. Moi, je n'entre pas chez le corps, dans le corps, chez les femmes. Et dans la vie courante. Mais dans la vie courante, c'est comme ça. Moi, j'habite chez ma femme. Non, Dominique, on ne peut la comprendre. Elle veut justement pour les femmes carrément au Cameroun. On veut comprendre. Allez, merci. Non, Karine, on arrive justement au thème de l'émission, madame, messieurs. Nous vous disons merci à vous sur le plateau. Merci pour cette belle semaine passée à vos côtés. On espère également qu'on se retrouvera la semaine prochaine, madame, messieurs. Vous aussi, soyez sages, soyez forts. N'oubliez jamais que le Cameroun nous appartient et ensemble, on doit le reconstruire. À lundi.